Bonsoir à tous. Que vaut le championnat camerounais sur l'échiquier continental? La question se pose alors que le Cameroun essuie un énième échec au championnat d'Afrique des Nations, le CHAN Algérie 2023. La compétition est exclusivement réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux. Le Cameroun éliminé par le Niger, véritable no-name en matière de football en Afrique. En cette édition, le Cameroun ne s'est jamais imposé au CHAN, ce qui remet au goût du jour le débat sur la valeur du championnat camerounais. Que vaut finalement le championnat Elite One parmi tant d'autres en Afrique? On en parle au cours de cette édition de 100% Foot sur Equinox Télévision, 100% Foot qui reçoit ce soir Serge Branco. Bonsoir. Bonsoir Al, bonsoir aux nombreux copanélistes, bonsoir aussi aux nombreux téléspectateurs d'Equinox TV. C'est toujours un honneur et avec plaisir que je participe ici au débat parce que au moins ici on a des gens qui disent ce qu'ils pensent et puis on débat dans la diversité et chacun donne son opinion. Même si parfois les débats peuvent être houleux, mais je préfère quand même des critiques positives aux critiques malsaines et parfois dirigées sur certaines personnes. En tout cas, merci d'être revenu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Il y a un moment où vous n'avez pas reçu ici. Bon, vous savez, il y a eu un petit moment où j'ai pris un peu du recul. Je ne vais pas dire ce qui est... J'espère que j'irai au bout de l'émission parce que dans une télévision concurrente, j'avais été viré du plateau. Sur 100% Foot. J'avais pris un peu du recul par rapport aux médias parce que ça avait été un peu traumatisant. Ça avait été un traumatisme. Alors, le temps de me refaire une petite santé et j'ai décidé de repartir de nouveau parce que on doit parler de football, on doit donner notre expertise. Les téléspectateurs nous écoutent et ils ont besoin des gens qui peuvent les expliquer ce qu'ils voient et qu'ils ne comprennent pas souvent. Et quand on est un expert parfois couru, qui est parfois très sollicité comme je le suis, je ne peux pas m'empêcher de donner la bonne information ou de donner l'expérience que j'ai acquise sur le terrain ou ce que j'ai vécu pour mettre ça à la disposition des nombreux téléspectateurs qui n'attendent que ça. Merci d'être venu. Vous êtes lion indomptable, je ne l'avais pas précisé. Merci. Merci d'être venu une fois encore sur le plateau de 100% Foot. 100% Foot qui reçoit également ce soir Kizito Elundu. Bonsoir. Bonsoir coach. Bonsoir Cyril, bonsoir aux panélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Equinox. Je vais profiter pour souhaiter mes meilleurs voeux parce que depuis le début de l'année 2023, je ne suis pas passé dans votre chaîne. Donc tous mes voeux les meilleurs pour tous ceux qui nous suivent et qui nous font honneur. Ils sont nombreux à regarder Equinox et surtout 100% Foot sur Equinox Télévision. Vous êtes entraîneur de football, il faut toujours le préciser. Entraîneur de football de haut niveau. De haut niveau. C'est la précision. Ça, il faut ajouter, de haut niveau. Oui, ça, la précision vaut la peine parce que pour le moment, je m'estime encore heureux d'avoir le plus grand diplôme africain de l'heure. Donc je suis de ces générations-là qui en profitent. Et je pense que c'est une expertise que nous devons de mettre en exergue et qui, a priori, devrait amener le football camerounais à grandir. Parce que tout le monde ne peut pas, tous les entraîneurs ne peuvent pas être en club. Il faut bien que la direction technique nationale mette en valeur ces cadres qui peuvent bien réfléchir sur le football. Et vous avez bien introduit tout à l'heure parlant de notre échec au CHAN, nous allons en débattre. Je pense que si les cadres qui sont appelés à réfléchir sur le football camerounais se mettent ensemble pour essayer d'amener cette réflexion-là, à mon avis, la fédération devrait a priori en bénéficier parce qu'on forme des cadres et qui sont abandonnés à eux-mêmes alors qu'il y a tellement à faire au point où on pense quand même qu'il est question aujourd'hui de remettre véritablement, comme on dit, de remettre l'arbre sur le pied du village pour qu'on reparte sur les bonnes bases parce que je crois que le football camerounais en a besoin. On va en parler tout au long de cette émission. Merci d'être venu sur le plateau de 100% Foot une fois encore. 100% Foot reçoit également, lui c'est un bleu, je peux le dire ainsi, Billy Outo. Bonsoir. Bonsoir Cyril et bonsoir à tout le monde, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, c'est la première fois qu'on vous reçoit sur le plateau de 100% Foot. Oui, c'est la première fois que vous m'invitez et chaque fois que je suis invité, que je serai invité,
je serai toujours présent. Analyste de sport et singulièrement de football, puisque 100% foot est exclusivement consacré au football. Oui, c'est ça. Merci d'être venu. C'est moi qui à la fin, on verra si c'est une première ici. Hein? Vous me direz, vous êtes là pour... On verra à la fin, contrairement aux deux autres en plateau. Vous, c'est la première et la toute première sur 100% foot. On va recevoir tout à l'heure fils Daniel Injek, qui est annoncé également sur le plateau de 100% foot. On démarre par les tableaux. Le championnat élite, tout est arrivé à son terme. Pour ce qui est de la phase aller, la 13e et dernière journée de la phase aller s'est disputée le week-end. Les résultats en tableau, victoire de Léopard de Douala sur Rangers de Bafut, 2 buts contre 1. Dynamo de Douala a pris le dessus. Non, Dynamo de Douala a été battu à domicile par Stade de Bétois, 1 but à 0. Unisport du Yonkam a remporté son match face à l'Aigle du Mungo, 2 buts contre 1. Nul, 0 but partout entre Ofta de Kribi et AS FAP. Tonnerre de Yaoundé a sorti un tout petit peu la tête de l'eau. Victoire, large victoire d'ailleurs sur Foncha Street, 3 à 0, alors que AS Lausanne de Yaoundé a pris le dessus sur Racine de Bafoussam, 1 but à 0. 6 rencontres disputées donc pour cette dernière journée de la phase Alish, 11 buts inscrits, 3 victoires à domicile contre 2 à l'extérieur et un match nul, 0 but partout, je l'ai dit, entre Ofta de Kribi et AS FAP. Au classement à l'issue de la phase aller donc, Unisport du Onkam est champion honorifique de la phase aller, 21 points pour le Flambeau de l'Ouest. AS FAP est juste derrière, 20 points. Victoria United c'est 3e, 19 points, c'est serré hein? en élite, très serré. Les équipes se tiennent à un seul point. Victoria United 19 points, Stade de Bétois 19 points. 4 équipes se bousculent, 18 points pour Racine de Bafoussam, Lausanne d'Anguissa, Aigle du Mungo, Foncha Street. Les 4 équipes ont 18 points. 9e Rangers de Bafut, 15 points. 10e Léopard, 14 points. Dynamo de Douala, 13 points. Tonnerre Calara Club de Yaoundé, 12 points. Et Ofta de Kribi, 6 points. C'est très serré dans ce championnat. Et les équipes se tiennent à 1 point. Même Tonnerre qui a 12 points, c'est pas encore totalement fini. Hein. Il y a encore les matchs de la phase retour. Tonnerre peut se sauver, en tout cas, à défaut de jouer le haut du tableau, sauver au moins sa saison et éviter bien entendu la relégation. On va en parler tout à l'heure. Le temps de signaler donc que c'est la fin de la phase aller de l'Elite Tour. L'Elite One, vous le savez, est à l'arrêt depuis le début du Chan, parce que les joueurs camerounais qui disputent le Chan sont essentiellement des joueurs de l'Elite One. Mais la reprise est annoncée au mois de février. Le 12 février prochain, dimanche 12 février, ce sera la 12e édition. Le CTFP, le Conseil transitoire du football professionnel, annonce que la reprise aurait dû avoir lieu le 5 février, dimanche 5 février, mais puisque Coton Sport a un calendrier international dont il faut tenir compte également, dimanche 5 février prochain, Coton Sport va jouer en avancée son match de la 12e journée, Renaissance de Ngoumou contre Coton Sport de Garoua. Le mercredi qui suivra, match avancé de la 13e journée, Edin Sport de la Léquier contre Coton Sport de Garoua. On avance les matchs de Coton pour permettre à la seule équipe camerounaise encore engagée en compétition africaine de mieux se déployer. Et après ces 2 matchs avancés, donc, le championnat Elite One reprend le dimanche 12 février, 12e journée, dimanche 19 février, 13e journée, dimanche 26 février, 14e journée. Donc ça va se jouer en 3 mois, février, mars, avril, d'après le calendrier que nous a communiqué le Conseil transitoire du football professionnel CTFP. Février, mars, avril, et les playoffs de haut et de bas du tableau. Les playoffs sont prévus au mois de mai 2023. Donc le champion du Cameroun devrait être connu au mois de mai. En attendant la reprise, les clubs de Elite One préparent donc la reprise. Union de Douala était en match amical ce dimanche face à Stade de Banjoun. La rencontre s'est disputée au stade de Bonamou Sadi. On a les images de cette rencontre. Union de Douala
contre Stade de Bonamoussadi, contre Stade de Banjoun, voilà, Stade de Banjoun qui est englué dans la D2 régionale de l'Ouest. Stade de Banjoun, ancien pensionnaire de l'Élite One qui cherche à revenir au devant de la scène, mais c'est encore difficile pour Stade de Banjoun. Le match amical s'est donc joué au Stade de Bonamoussadi. Victoire de l'Union de Douala, 4-2 face à Stade de Banjoun. Je l'ai dit, l'Union de Douala qui prépare la reprise du championnat Elite One, alors que Stade de Banjoun prépare le début de la saison dans la D2 régionale de l'Ouest. Stade de Banjoun qui veut vraiment revenir au sein de l'élite. D'abord l'élite 2, ensuite l'élite 1. 4-2 donc pour l'Union de Douala au thème de ce match amical face à Stade de Banjoun. On va écouter Eman Oumarou Soba, c'est l'entraîneur de Union sportive de Douala, rencontré à la fin de ce match par Raoul Taboufoui. C'est le 4e match amical qu'on joue. On a fait 3 matchs nuls précédemment. Donc aujourd'hui, on a une grosse satisfaction déjà parce que on a pu mettre 4 buts pendant un match. On a joué entre guillemets avec les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, qui n'ont pratiquement pas joué la phase aller. Donc ça montre que l'effectif est de qualité et puis que quand certains sont absents, on peut faire avec ceux qui sont en réserve. Donc aujourd'hui, on avait vu beaucoup de jeunesse. Donc ce n'est que du bonus pour nous. Mais félicitations aux joueurs qui ont livré la bataille aujourd'hui. L'adversaire est de bonne qualité. Vous savez que c'est un adversaire qui se prénomme les Invincibles. Ils ne perdent pas les matchs. Donc aujourd'hui, il était question pour nous déjà de retrouver de la confiance. Donc je crois que 4-2 à la physionomie du match, je crois que c'est logique. L'Union a rarement joué avec son équipe pendant toute la phase aller. Donc on a plusieurs internationaux qui sont rarement là. Et vous savez, ce n'est pas facile de travailler et puis d'avoir le meilleur de nous à tous les matchs. Donc c'est pour ça que je félicite déjà les joueurs qui sont restés. On a la chance que les internationaux, le champ est fini. J'espère qu'on les aura pour le début du championnat. Ce n'est que du bonus pour nous, avoir tous nos joueurs. On sait qu'il y a les U23, qu'on va appeler certains. Mais j'ose espérer que quand même j'aurai la meilleure équipe pour le début de la phase retour. La phase retour qui va donc démarrer le 12 février prochain et l'Union qui se prépare à travers les matchs amicaux. Stade de Banjoun qui prépare également le début du championnat dans la D2 régionale de l'Ouest. On va écouter Paul Rodrigue Niamé, capitaine de Stade de Banjoun. Je pense que le niveau est très bon et nous sommes encore en phase de préparation. Et je pense que les matchs comme ça vont nous aider à mûrir. C'est pour ça qu'on ne fait que multiplier ces matchs, pour que ça nous aide à mûrir et ça nous aide aussi à aborder le championnat qui va commencer d'ici peu. C'est un match amical, je pense que le score n'est pas important, mais le match nous permet de voir à quel point l'équipe se situe. Donc je pense que l'équipe est déjà bien et on va continuer à multiplier les matchs. Stade de Banjoun qui continue de multiplier les matchs. L'équipe ne cache pas ses ambitions. En tout cas, le staff administratif ne cache pas les ambitions de Stade de Banjoun. C'est la montée d'abord en Elite 2, ensuite en Elite 1. David Kenyé est le PCA de Stade de Banjoun. Il s'exprime au micro Equinox de Raoul Taboufoui. Nous avons très bien vu notre équipe prester. La qualité de jeu, un très bon jeu, comme je l'ai dit. Mais beaucoup reste à faire, puisque nos ambitions restent claires. Jouer les barrages, les interpôles, aller en Elite Tour, bien jouer la coupe, aller plus loin avec la coupe. Donc je pense que c'est ça, nos ambitions sont assez claires. Je dis, nous avons fait assez de recrutement pour ça. Vous avez vu le jeu c'est bien tenu. Les gars sont très engagés, les gars sont en forme. Pour peu de travail, une équipe en Ligue régionale, tenir une équipe de la première division comme Union de Douala, c'est quelque chose. Donc nous sommes bien préparés pour la saison. On verra si Stade de Banjoun réussit en tout cas à réaliser ses objectifs au thème de cette saison. Objectif qu'on rappelle, monter en Elite 2 d'abord et puis monter en Elite 1. David Kenyé, le PCA, semble bien déterminé à réaliser cet objectif. On accueille sur le plateau de 100% Foot fils Daniel Injek. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir avec Cyril, bonsoir à mes co-panélistes. Je vais tout d'abord m'excuser parce que vous savez, je suis un présentateur et la ponctualité doit être de rigueur. Mais bon, vous pouvez comprendre. Au nom de la confraternité, au nom du respect que j'ai pour votre personne, pour ce média. Je vais m'excuser pour ce léger retard, mais
l'essentiel est sauf, c'est que je suis là. Bien de choses aux millions et milliers de téléspectateurs de 100% foot et surtout d'Equinox Télévision, une chaîne panafricaine, une chaîne qui met un point d'honneur sur le sport parce qu'on a pris part à la dernière Coupe du Monde et on a vu le déploiement. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Avec peu de moyens, on peut faire de grandes choses. Et bien de choses au directeur général qui est du côté de Douala. Je sais, je connais sa rigueur. Et surtout, je sais qu'avec lui, cette chaîne va grandir, va continuer de grandir. Merci pour ce témoignage, fils Daniel Injek. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Equinox Télévision. Alors, Serge, revenons donc sur ce classement de l'élite Tour. Je le disais, Unisport Dionka met en tête 21 points. C'est très serré en élite Tour. Ça dénote quoi? C'est le niveau qui est assez... c'est un championnat relevé. Le premier a 21 points. Jusqu'au 8e, 18 points, c'est 3 points d'écart. Oui, bon, je dirais que c'est déjà une bonne chose que la D2 puisse se jouer. Car on a un problème de compétitivité dans notre pays. Les joueurs ne sont pas souvent compétitifs. On va parler du chant tout à l'heure et je vais expliquer à quoi j'ai fait allusion. Donc c'est déjà une très bonne chose qu'à la fédération, le président de la FECAFOOT, le docteur Samuel Eto'o, je vois comme vous planifiez, vous avez un programme, vous avez les dates de la trêve, vous avez les dates de reprise, vous avez les dates de trêve et tout ça. Vous voyez que si dans l'organisation les choses avancent déjà, et on va voir aussi que dans la pratique sur le terrain, les choses vont avancer. Donc, moi, je remarque que dans ce championnat des D2, le niveau est très moyen. Je ne veux pas dire le niveau est très faible. J'ai vu avoir des matchs. Déjà que le niveau du championnat de première division chez nous est très... Il y a des joueurs très limités. Il y a des joueurs qui ont un problème de B à bas du football. De quoi qu'il faut... moi, je vous le dis, je vais au stade tous les week-ends. Oui. Le championnat de première division au Cameroun, déjà, le niveau n'est pas si élevé que ça. Il faudrait que les championnats soient bien organisés sur 3-4 ans pour qu'on puisse voir un champion qui mérite d'aller gagner, titiller à l'Ali ou Wydad de Casablanca. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des gars commencent à jouer depuis une saison. En D2 aussi, ça reprend. Mais quand je vois des matchs des D2, je ne suis pas surpris de voir Unisport. Donc je suis content parce que vous savez que c'est l'équipe où j'ai commencé, Unisport du Honcam, où j'ai été champion du Cameroun en 96 avant de partir en Europe. Et où j'ai fait mes débuts. Je suis content de voir qu'ils sont en train de revenir sur le devant de la scène. Et c'est une bonne chose, c'est de bon augure. Mais je dis bien le niveau, quand on a un classement si serré où le premier a 21 et que le 10e a 16 points, 15 points et qu'il n'y a que 6 points entre le premier. Je vous le dis, au début du championnat, on avait l'Aigle du Mungo qui était tout feu tout flamme, qui est retombé. On avait Léopard. Mais l'Aigle a perdu. L'Aigle, à la 10e journée de pense, je pense, était en tête. Voilà. Il a suffi de 2 défaites pour que l'Aigle se retrouve 7e. Voilà. Je vous le dis parce que l'un des fervents architectes de l'Aigle de Mungo, c'est Maître Elamé, dont je suis un peu proche, et qui était très flamboyant au début et qui est tombé. En 2-3 matchs, ils sont retrouvés 7e, 8e. Vous avez vu le Léopard qui était à la traîne. Et donc l'entraîneur avait même démissionné. Ils ont pris un nouveau coach et en 2, 3, 4 matchs, ils sont remontés. Donc moi, je pense qu'il faut les laisser jouer. Il faut qu'ils jouent, c'est important, la compétitivité. Et qu'à la fin, que le meilleur, je veux dire le moins mauvais, puisse finir en tête et se qualifier pour la D1. Mais je le dis bien, le niveau est très bas. Et il faut juste que les gars jouent, qu'ils prennent l'habitude d'être compétitifs. Et je pense qu'en jouant, le niveau va monter. Et il faudrait surtout que les entraîneurs, moi je vous dis, on a un problème avec les entraîneurs au Cameroun parce que il y a un manque de formation, il y a un manque de recyclage. Parce qu'on a des entraîneurs qui vont chacun de son côté parfois. C'est la fédération qui doit le faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec j'espère qu'avec la nouvelle DTN qui va être mise sur pied, il y aura un programme. Parce qu'un entraîneur qui va se former au Tchad, l'autre qui va en Allemagne et l'autre qui va en Thaïlande, quand ils reviennent sur le terrain, on joue quel football? Il faut harmoniser tout ça. Il faut harmoniser tout ça. Donc, alors, c'est très important. Billy, il parlait de l'Aigle du Mungo tout à l'heure. Il faut rappeler que c'est vrai, ce n'est pas non plus un exemple en matière de management, parce que le directeur technique de l'Aigle du Mungo a présenté sa démission, sa lettre de démission, Patrice Fotso. Il a donc décidé de quitter ses fonctions parce que on va dire quoi, il déplore la qualité du management de cette formation de l'Aigle du Mungo. Peut-être c'est ce qui explique que l'Aigle soit passé de la première à la 7e position en l'espace de 2 journées seulement. Mais restons sur quelques clichés. Billy, Tonnerre de Yaoundé, on doit avoir peur pour Tonnerre. Tonnerre risque de se retrouver en D2 régional du centre. Oui, je pense que ça craint pour le Tonnerre.
Ils ont fait un mauvais début de championnat. Et pendant la trêve, ils ont recruté de nouveaux joueurs, mais malheureusement, ils n'avaient pas eu la possibilité de mettre ces joueurs sur le terrain parce que il y avait un souci. Il fallait que la commission... Mais il y a des guerres, pourquoi vous ne voulez pas le dire ainsi? Non, j'en arrive. Se regroupe d'abord et puis donne maintenant le OK pour qu'on puisse produire la licence aux nouveaux joueurs. Donc ça leur a pris assez de temps. Et aujourd'hui, ils sont en train de mettre quelque chose d'assez conquérant sur le pied. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Mais globalement le problème du Tonnerre, c'est que il y a des bagarres en interne. Il y a la faction Issombamani qui est partie. Il y a une nouvelle équipe dirigeante. Tout devrait marcher, non? À partir du moment où l'une des factions a jeté l'éponge. Non, le problème c'est que le mal n'a pas été résolu au niveau de la racine. C'est-à-dire que le véritable problème du Tonnerre et le problème des clubs de notre football, c'est qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un qui viendra et qui ne mettra pas les fonds, ça va être difficile. S'il n'y a pas un très bon modèle économique, ça va être compliqué. Chez nous, on veut encore des mécènes. On a besoin des mécènes. Or, le mécénat, c'est un modèle économique qui doit disparaître aujourd'hui. À l'époque, à l'Olympique de Nvoli, on savait comment ça se passait. À l'époque des Serge Branco, on savait qu'un président arrivait, il mettait 200 millions, il ne comptait pas. Mais aujourd'hui, le football, c'est le foot business. Si Olas met 50 millions d'euros, il faudrait qu'il en produise 70 pour avoir une valeur ajoutée de 20 millions d'euros. Donc, ça fait que... on voit que lui-même a vendu Lyon. Hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça devient vraiment difficile dans le Tonnerre. On ne sait même plus qui fait quoi. Chaque saison, il y a des bagarres, Du coup, ça n'aide même pas déjà les joueurs à mieux se mouvoir sur le terrain. On prend des joueurs de très bas niveau parce qu'on n'a pas la possibilité d'aller prendre un joueur, lui donner une prime à la signature valant le montant de 800 000, 1 million de francs. On est obligé de donner 200, 250 000. Du coup, ça commence à être difficile et sur le terrain, on voit cela. Donc, c'est un assemblage d'éléments négatifs qui font que le Tonnerre ne parvient pas à gagner. Et vous disiez tantôt, il y a une crainte. La crainte, c'est que le Tonnerre pourrait se retrouver en Ligue régionale. Ce serait catastrophique. Maintenant, comme la phase... Mais si c'est sa place. C'est achevé. Non, c'est catastrophique pour l'image Tonnerre. Parce que lorsqu'on parle du Tonnerre, il y a plusieurs anciens joueurs, il y a plusieurs grands dirigeants qui s'identifient au Tonnerre de Yaoundé. Donc maintenant, il faudrait sauver la tête du Tonnerre sur le plan sportif. Il reste encore la phase. Donc mathématiquement, c'est encore faisable. Il faudrait qu'ils se battent. C'est faisable, mais il faudrait... Vous avez bien fait de prendre l'exemple de Olas. Il faudrait que ça nous parle. Parce qu'ici, chez nous, le problème du Tonnerre et du Canon et de autres, ça vient du fait qu'il y a toujours des personnages à la tête de ces équipes mythiques. Vous avez vu aujourd'hui, Olas, il a jeté l'éponge. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est des multinationales, c'est même des cabinets de sport qui prennent les clubs. Vous allez voir à Chelsea, Ibrahimovic, il a lâché. On ne sait pas aujourd'hui qui est président de Chelsea. On ne sait pas qui est président de Liverpool, qui est président de Manchester. Parce que c'est des mastodontes. Politique, c'est pas forcément c'était même encore une singularité. Mais aujourd'hui, c'est des mastodontes, c'est des grands cabinets de sport qui gèrent des grands clubs. Vous allez voir à Liverpool, à Manchester, vous allez voir même au Paris Saint-Germain. Il n'y a plus un président qui se met devant, comme chez nous ici. C'est pour ça que la fédération même a donné de l'argent au président de se muter. Mais ils réchignent à le faire. Et c'est tant qu'ils ne vont pas se transformer en SA, en société anonyme, on aura toujours ce genre de problème où l'autre va dire c'est mon ancêtre qui avait créé l'équipe, je suis héritier de l'équipe, c'est mon oncle qui était le président fondateur, comité des sages, tout ça. C'est ça qui fait qu'on est à la traîne. Parce qu'on doit s'arrêter à la modernité, alors, à la modernisation du football. Votre propos et on passe la parole à... Non, comme je disais, il faut travailler. Il faut travailler, il faut être sérieux, il faut être réaliste. Je pense que s'ils travaillent bien, ils ont recruté de nouveaux joueurs, ils pourraient sauver leur tête. Malheureusement, aujourd'hui, on parle du Tonnerre en termes de maintien, alors qu'on devrait parler du Tonnerre en termes d'accession. Mais parler même déjà du Tonnerre en élite, on aurait pu parler du Tonnerre plutôt en élite. Voilà, mais comme ils sont descendus, on doit en principe parler du Tonnerre en termes d'accession. Et puis, je voudrais vous dire que Unisport, on dit qu'ils sont champions, mais quand vous regardez le classement, Fontra Street a 19 points. Donc, ils ont un match en retard contre la Dynamo. Donc, s'il arrivait... Fontra Street a 18 points. 18 points. S'il venait à bout par une très grosse marche, il prendrait la tête. Il prendrait la tête. Donc, pour le moment, Unisport n'est pas encore champion. Il faudrait que Fontra Street du Sud d'abord... C'est le classement provisoire. Ça rencontre... en retard contre Dynamo. Et puisque vous parlez de Dynamo, fils Daniel Injek, on parlait de Tonnerre tout à l'heure, on peut en dire pareil pour ce qui concerne Dynamo. On va dire quoi? Ces équipes-là,
ces équipes qui ont été secouées par des querelles intestines ne récoltent que ce qu'elles ont créé. Tonnerre 12e avec 12 points, Dynamo 11e, 13 points. Ce sont des équipes qui ont eu du mal à rentrer dans ce championnat, Oui, mais Serge Blanco vient de résumer le propos. Aujourd'hui, ce sont les actifs qui doivent parler. Je parle en langage technique. Vous avez des gens qui ont la peine à rationner chez eux, qui courent pour être président de club, peut-être vu les positionnements politiques. Mais une dame est arrivée, Madame Audrey Chico, vous avez vu, elle a essayé en sa manière, les joueurs étaient en stage, les joueurs étaient salariés. Mais on est venu avec les affaires de canton. C'est mon cœur bat pour cette dynamo. Comme ça, si vous dites de cette manière-là, ceux qui sont mon cœur bat. Madame Chico ne prennent pas la chose. Mon cœur bat. Je ne veux pas savoir qui sont. Aujourd'hui c'est visible. Non, on est avec Cyril. On est allé la chercher. Le vieux Sinkot était fatigué. L'équipe reposait sur sa tête. Les moyens avaient déjà diminué. On est allé chercher Madame Audrey Chico là où elle était. Et les gens qui l'ont amenée croyaient que c'est eux qui allaient la diriger. Mais elle est chef d'entreprise. Elle a une cinquantaine de personnes qu'elle gère au quotidien. Mais Billy faisait savoir tout à l'heure que dans le cas de Tonnerre, il y a ce problème de Sombamani qui s'est posé. Est-ce que vous savez que les dirigeants de Tonnerre sont derrière Sombamani aujourd'hui? Pour qu'ils reviennent. Et pas de voix et Sombamani qui reviennent. Parfois même, ils dépendent de ces dirigeants qui sont en place pour payer les primes, pour supporter certaines charges. Vous n'avez pas demandé pourquoi quelque chose a changé du côté de Ofta de Kribi. Vous n'avez pas demandé pourquoi quelque chose a changé du côté de TKC, mais je vais vous surprendre. C'est qu'il y a un nouveau discours. On est allé chercher les professionnels. Ofta de Kribi a eu un jeune qui est entraîné en 3e division. On lui a confié une équipe d'élite. Les joueurs étaient vides, comme on dit souvent, parce que ce n'était pas encore son niveau. Aujourd'hui, on est allé chercher le coach Essomba qui était à Faux-Vazur. Il est consultant entre guillemets de ce côté, mais on voit à peine 2-3 jours sur le terrain. Il y a déjà les résultats. Ils ont fait nul. En deux matchs, ils ont gagné le Tonnerre avec la manière. Ils ont fait nul contre FAP qui menace le podium. Et même FAP est sorti de là. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais derrière le Tonnerre vient de gagner Fontiasi 3-0. C'est le vieux Ngoué, homme sec qu'on allait chercher au quartier, qui est venu mettre sa main parce que le Tonnerre peinait. Le Tonnerre, je peux dire 10 matchs, ils n'ont pas tiré au poteau. Ngoué est venu en quelques jours, il a su tenir un discours, mais maintenant il faut que ça suive. Il faut les moyens. Du côté de la Dynamo, vous voyez que il n'y a pas de moyens. On se débrouille comme on peut. Ceux qui sont là essayent de se battre. Ils ont refusé, et ou encore on refuse aujourd'hui que le football se développe parce que Serge Blanco l'a dit tantôt. Aujourd'hui, ce sont les nouveaux investisseurs. Donc, on peut aller chercher les partenaires en Chine. On peut aller chercher les partenaires au Moyen-Orient, en Asie. Et qu'on ne dise pas que la Dynamo, c'est pour nous le canton Bassa Batimpo. Qu'on ne dise pas que le Tonnerre Caraclub, c'est pour nous les fantasseurs de Vogada. Qu'on ne dise pas que le canon de aujourd'hui. Juste 10 minutes, 10 secondes. Je voudrais faire une remarque ici. Je ne comprends pas nos dirigeants de club. On a formé déjà des journalistes sportifs. Les entraîneurs sont recyclés, formés. Moi, je pense qu'il faut recycler aussi les dirigeants des clubs, le président des clubs. Parce que regardez, le président de la FECAFOOT a pris sur lui, pour une fois, d'amener les dirigeants du club de première et de deuxième division au Qatar, à la Coupe du Monde. C'était pourquoi? C'était pour faire quoi? C'était pas pour aller boire du champagne, c'était pour aller travailler. Mais quand ils reviennent de la Coupe du Monde, où est le résultat? Il fallait aller chercher des sponsors, chercher des partenaires. Ils ne sont pas tous partis d'ailleurs. Oui, mais quand ils reviennent, on doit voir les résultats. C'était une occasion ratée. J'ai pas envie de rentrer. On ne va pas rentrer dans ce débat. Les avis peuvent être très... Ça peut être très violent. Je vous assure, ça peut être très violent. Je dis c'était une occasion ratée. C'était une occasion ratée. Je disais tantôt, il fallait en profiter. Peut-être pour chuter, il faut des moyens. Et Serge Blanco vous l'a encore dit, parce qu'il est comme une référence sur ce plateau, il a joué au haut niveau. Tous les joueurs camerounais, je dis bien tous les joueurs camerounais ont le même niveau. Bien sûr. Tous les joueurs camerounais ont le même niveau. N'a pas de niveau. Il n'y a plus de... Non, moi je ne peux pas dire que le championnat n'a pas de niveau. Mais il n'y a plus de joueurs talentueux comme à une époque. Ça on parlait des Bigamessi, on parlait des Marcus Moukake. Mais la direction technique nationale, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une direction technique nationale? Parce qu'il vous a dit que la nouvelle direction technique nationale, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'on ne sait pas si c'est Serge Noah ou quelqu'un d'autre qui vient à la direction technique nationale. À la direction technique nationale, pour acheter du papier, il faut faire une correspondance à la FECAFOOT. Et comme nous tous on sait qu'à la FECAFOOT, on répond aux correspondances, après un an, on ne répond même pas.
vous voyez que ça devient compliqué. L'exemple de Madame ne vient pas l'Africafoot. Ou le directeur technique qui n'a pas de moyens, il faut demander à l'Africafoot pour organiser un stage, pour organiser un recyclage, ça devient très compliqué. On ne sait même pas qui est l'interface de ce côté aujourd'hui. Il y avait quelque chose d'exceptionnel au Cameroun. On avait les conseillers techniques et j'en parlais avec le coach il y a quelques jours. Il y avait les CTD et les CTR qui étaient des employés rattachés à la direction technique nationale. Où sont passés ces démembrements-là? Ça permettait que, et le football jeune, on peut organiser à partir de l'arrondissement, en montant au département jusqu'à la région. Aujourd'hui, on n'entend plus parler. Ça a disparu de l'organigramme de la Fédération camerounaise de football. Et comment vous voulez développer? Très bien. De plus, ces formateurs, est-ce qu'ils rentrent dans leur fonds? Lorsque le joueur a 17 ans et demi, et le joueur appartient à Inject FC, quand il veut déjà sortir à 18 ans, on vous dira que c'est le joueur de Namgon FC. Vous voyez que ça devient compliqué. Celui-là qui a formé son enfant à la base, qui attend le retour sur investissement au moins, en le plaçant, que ce soit en Europe ou n'importe où, il peut avoir des dividendes, il peut acheter d'autres ballons. C'est comme ça que les gens se découragent. Et voilà les véritables problèmes, les sérieux problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que le championnat prend un coup, parce qu'il manque de talent. Tous les joueurs sont moyens. Maintenant, les techniciens... On va parler de la valeur du championnat dans la deuxième thématique. Est-ce que les techniciens se mettent au niveau? Ça, c'est un autre débat. Alors, Kizito Elundo, Serge Branco parlait tout à l'heure du niveau qui est relativement bas. Je ne sais pas si c'est votre avis. On a parlé de ces clubs-là qui sont à la traîne. Les clubs dits mythiques, Tonnerre, Dynamo. On rappelle que même Léopard Aigle du Mungo est englué dans des problèmes d'émission de Patrice Foto, directeur technique de l'Aigle du Mungo. C'est quoi le problème de l'élite Tour aujourd'hui? Que ce soit l'élite ou l'élite One, moi je résume au niveau du football professionnel. Mais je voudrais dire dans l'ensemble qu'il y a un problème de structuration dans le football camerounais. Et je voudrais évacuer rapidement ce que Serge Branco a dit ici que concernant les entraîneurs, non. Le Cameroun a des entraîneurs de haut niveau. Mais qui n'ont pas une formation harmonisée. Et les gens, chacun est formé de son côté. Non, ça c'est pour ceux qui ne maîtrisent pas. On ne parle pas d'harmonisation parce que les canons de l'entraînement sont d'ordre universel. C'est les mêmes modules que vous avez qui sont en France, en Allemagne et partout. Quand on vous dit, vous avez UEFA, c'est les mêmes modules que vous allez retrouver en ACAF. Parce que l'harmonisation est au niveau de la formation et non sur le terrain. Quand vous êtes formé, quand vous sortez d'une institution où vous avez parachevé votre formation avec un diplôme, vous êtes appelé à exercer au niveau que votre diplôme vous confère. Donc, le problème, c'est que travailler dans des conditions du Cameroun, parce que moi, c'est bien beau de dire, non, moi, je ne peux pas manquer du respect à ces enfants. Je ne peux pas, parce que le football est tellement exigeant que rien que le facteur dynamique qu'on appelle la récupération, c'est toute une thèse. Mais j'estime que certains parmi eux n'ont même pas le B.A.B.A. Non pas le B.A.B.A. Pourquoi? C'est un problème de football à la base. Je parle de structuration. Le football à la base, c'est la formation. Quand vous avez été bien formé à la base, vous arrivez au sommet, vous n'avez plus de problèmes de fondamentaux. Vous ne les avez plus. C'est un problème strictement structurel. Et je pense qu'aujourd'hui, et je voudrais dire à Serge que ces coéquipiers qui viennent juste entraîner les équipes nationales, qui viennent travailler en club, pour que vous compreniez ô combien c'est difficile de travailler. On est unanime ici, on dénonce tous comment les clubs sont mal gérés, parce qu'il n'y a pas de moyens. Et au-delà des moyens, on pense qu'on parle des moyens financiers. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette thèse-là, parce que vous aurez... On a vu les Trakam ici, avec plein de moyens. On a vu les Maîtres Lundu avec Santos, plein de moyens. Mais parce que ça n'a pas été bien pensé et bien structuré, qui sont tombés. Il est question aujourd'hui de remettre en valeur d'abord le joueur camerounais qu'on est en train de... On peut titiller aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que le joueur, à 2 matchs, il est en forme,
troisième match, il n'est plus en forme. Il baisse en régime. Parce que justement, il n'a pas bien récupéré, il n'est pas bien entretenu, il n'a pas, le suivi n'est pas de mise. Et du coup, vous avez donc des joueurs qui sont en train de... Injek parlait tout à l'heure des génies, on en a plus de génies. Comment on fait? Comment naissent les génies? Parce que le Cameroun, à l'époque, c'était les génies de la rue qu'on découvrait, on passe comme ça. Nous, on a été sélectionnés dans les coupes pour faire certaines sélections inférieures. Je ne suis pas arrivé aux Jeux olympiques comme Serge, mais on a joué à un certain petit niveau. On nous sélectionnait, c'était les coupes top dans les petits... Mais regardez aujourd'hui la structuration, il n'y a même plus de stade. Et un joueur qui est formé sur le terrain nu est différent de celui qui est formé sur le terrain classique avec les repères du gazon. Donc, si les garçons qui jouent au Cameroun font autant d'efforts, moi je dis ils sont à encourager. Il faut plutôt saluer ces efforts-là. Il faut encourager ces jeunes qui font assez d'efforts parce que il y en a qui s'entraînent, ils rentrent à pied après l'entraînement. Moi je vois le stade de Djaou, beaucoup d'équipes partagent le stade. Il y a des équipes où les garçons finissent, ils rentrent à pied. Parce que le président de club a déjà fait tellement des efforts au point où il a même utilisé sa propre ration pour soutenir les garçons. Mais malheureusement, ça ne tient pas. On parlera. Non, tu ne peux pas intervenir à tout moment. Ce n'est pas un problème de... Il faut simplement comprendre que la fédération, moi j'attends la fédération, pas au niveau du football professionnel. Aujourd'hui, les Serge Branco sont attendus au niveau du football à la base. Je voudrais voir que dans 4 ans... Est-ce qu'il impose à la fédération? Pourquoi vous l'interpellez? On se comprend. Mais moi, je n'ai pas compris. Vous comprenez? Non, on se comprend. Quand on parle du football, on va faire le bilan, pour moi, le bilan de l'exécutif actuel. Je vais commencer à voir la perspective à partir de 3 ans. Parce que la fédération, c'est le football à la base. C'est quand nous allons recommencer à mettre les garçons qui ont les fondamentaux, qui vont naître dans des centres. Et aujourd'hui, nous avons quand même un repère national qui est l'ANAFOOT. On va commencer à pouvoir récolter véritablement les lauriers de l'actuel exécutif. Je voulais chuter en disant que sur le plateau, le football, on ne peut pas... Oui, chuter rapidement, parce qu'il faut qu'on avance. On ne peut pas aller juger le football au niveau... Parce que la fédération, c'est la macro-structure qui est tributaire des micro-structures que sont des clubs. Ça veut dire que quand bien même les clubs prennent pour pensent que la fédération c'est leur patron, moi j'en ris. Parce qu'en réalité, des gens qui doivent ravitailler, si vous ne payez pas les licences, la fédération ne fonctionne pas. Donc, au-delà des sponsors et tout ce qu'on sait, si vous ne payez pas les licences, c'est le nombre de licenciés qui doit faire la force d'une fédération. Et le football à la base, avec la direction technique nationale qui est le bras sécurier sur le terrain de la fédération, qui doit implémenter ce qu'on réclame aujourd'hui au niveau du football professionnel. Cela se doit d'être implémenté à la base. Partant des centres de formation. 2 secondes, pardon. On va avancer. Quelque chose qu'on a créé à la Fédération camerounaise de football. Je ne sais pas si on connaît. Il y a la direction du développement. Quelle est la direction de développement du football? Du football. Avec M. Franck Api, je crois, c'est lui qui est le directeur encore. Ça n'a pas encore changé. Donc cette direction de développement aujourd'hui, à côté de la direction technique nationale, si on a décidé de séparer, on devait avoir 2 laboratoires. Et quand on sort de ces laboratoires, sur le terrain, on voit une certaine implémentation. Mais lorsque vous avez des jeunes aujourd'hui, les dirigeants de football, de centres de formation, écoles de foot, on vous convoque à Oudja pour jouer un match sur toute une saison. Donc vous préparez les enfants pendant 9 mois. On vous convoque pour jouer un match. Mais gagner ce match. Mais ils seront évalués pour gagner ce match, vous devenez champion. Alors, Serge place son mot et puis on va avancer. Je comprends que le coach Kizito sort de ses gants. Je voudrais juste lui dire que sur ce plateau, j'ai la chance d'avoir été un footballeur de très haut niveau. Et j'ai la chance, après ma carrière, d'avoir fait management sportif, d'avoir été président de club dans ce Cameroun en première division. Que ce soit à Bambuto, sous le club de Bouddha, ou à Stade Rena de Mélan.
Donc j'ai été dirigeant de club, je sais de quoi je parle. Et quand je parle du niveau technique des joueurs, c'est pas parce que c'est pas une insulte, c'est une réalité. Il faut que ça change. Les joueurs, quand tu vois un match de première division, et même Linjek l'a dit tout à l'heure, tu n'as pas un joueur qui sort du lot qui surclasse les autres. Tous ont des problèmes. Non, tu ne peux pas m'interrompre parce que tu vas pas m'interrompre parce que je t'ai laissé parler. Tu ne vas pas m'interrompre. Non, je ne l'ai pas fait. Tu vas me permettre, j'ai la parole. Tu vas me permettre, j'ai la parole. Je vais me. Non, je te dis bien, tu as eu le temps de parler pendant 10 minutes, je t'ai écouté. Tu vas me laisser aller au bout, sinon je ne veux pas dire ce que j'ai envie de dire. Tu as parlé, j'ai eu la décence. J'ai eu la décence. Chuter. Je ne peux pas chuter parce qu'il ne m'a pas permis. C'est moi qui modèle le plateau. Oui, mais quand vous ne pouvez pas parler 10 minutes et vous me demandez de chuter. Vous êtes quand même intervenu dans le temps de parler. Quand il parle, non, pas du tout. Quand il parle vous avez la parole internationaux qui sont nommés. Monsieur Kizito, vous avez un diplôme de CAF de très haut niveau. Vous aurez pu aussi l'implémenter sur le stade. C'est pour former. J'ai entraîné Wemelen qui a été dans le canon de Yaoundé, ça c'est connu. Vous avez vu alors que tu peux. C'est chuter. Si vous êtes aussi, moi je pense qu'il faut dire. Si vous êtes en même temps long, il faut dire si ce qui ne marche pas, pour qu'on puisse faire des efforts que ça marche. Je vous le dis bien, il y a un problème de niveau des joueurs. Ça peut s'expliquer par différentes raisons. Peut-être qu'il y a plus, la formation à la base n'est plus la même que notre temps. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas juste regarder sans parler. Il faut dire qu'il y a un problème. Il faut mettre le doigt là où il y a le problème. Au niveau des entraîneurs, je vous le dis encore, il ne faut pas toujours un ancien Lion qui est entraîneur national, comme Kizito l'a dit. Il fait sa formation, il entraîne sur le terrain. Donne-moi l'exemple d'un ancien Lion qui est entraîneur national qui n'a pas fait ses preuves. Il n'y a pas. Donc, on va aborder cela. On peut sortir. Si tu permets, on va aborder cela. Si tu permets que je sorte, je vais faire honneur ici à des entraîneurs, des formateurs qui ont été sur le terrain, qui ont fait leurs preuves dans ce championnat, dans ce Cameroun, qui sont connus par tout le monde. Que ça soit mon frère entraîneur qui m'a formé en Gaoundé, pardon, monsieur Koska Joseph, que ça soit monsieur Domingo Akwe, que ça soit les coachs dont on sait qu'ils, à la base, ont poussé des joueurs à germer. Ça, c'est des entraîneurs qu'on ne va pas prendre pour aller mettre coach des U15. On va les prendre pour aller mettre coach des U20. On doit les faire, ce que la fédération est en train de faire, on a parlé du développement du football et la direction technique. Il n'y a pas incongruité. La direction technique, c'est l'outil technique. Le développement du football, c'est l'outil administratif. Ça veut dire qu'ils gèrent, ils mettent les idées en place et la direction technique. Alors, je suis convaincu que ces arguments, vous allez les ressortir lorsqu'on va aborder le deuxième thème tout à l'heure. Bon, allons-y. Donc, gardez vos arguments pour le deuxième thème tout à l'heure. Vous savez que pour jouer au football, il faut des arbitres, non? Bien sûr. Pour un match, il faut des arbitres. On va parler de l'ACAF, l'Association camerounaise des arbitres de football, et son président qui continue de faire le tour des régions. Alioum Sidi était dans la région de l'Ouest ce week-end. On a les images de cette tournée du président de l'ACAF, l'Association camerounaise des arbitres de football dans la région de l'Ouest. Il vient de la région du littoral où il était la semaine dernière. Avant cela, il a commencé par le Septentrion, donc je crois que ça doit être sa 6e ou 7e étape. En tout cas, il était dans la région de l'Ouest. Il a tenu un discours fort apprécié. On les voit d'ailleurs tout joyeux, hein, les arbitres de la région de l'Ouest, contents d'accueillir le président de la CAF, peut-être la calmie, hein, parce que vous savez que ça bouge aussi, ça huche. Non, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Hein. C'est pour dire que ça huge également au sein de la CAF. Il y a même des affaires, les tribunaux ont été saisis. Donc, on espère que l'unanimité sera faite finalement autour de Alioum Sidi, que nous considérons toujours comme le meilleur sifflet africain. On va écouter justement Alioum. Il revient sur cette tournée qu'il a entamée dans les différentes régions du pays et notamment dans la région de l'Ouest. Ma tournée nationale consiste à essayer de voir comment réorganiser notre association. Parce que notre association était morte depuis longtemps. On avait eu tellement de problèmes. Donc j'ai initié moi-même faire cette tournée-là, recueillir tous les problèmes des arbitres dans les régions. Et là, convoquer un conseil national pour voir comment réviser les tests et réorganiser l'association et voir dans la même direction. Parce que nous avons les grands frères, moi je suis toujours en activité, j'ai les grands frères qui sont là, il y a les anciens arbitres, il y a les jeunes. Donc nous allons s'asseoir pour voir comment renaître encore notre association.
Alioum, le président de l'association camerounaise des arbitres de football, les arbitres qui souhaitent traiter avec bien d'égard à la fédération camerounaise de football, il paraît que ils ne sont pas toujours très bien traités là-bas. En tout cas, ils formulent le vœu, ils espèrent que Alioum sera le véritable porte-voix à la fédération camerounaise de football. On va écouter le vœu exprimé par ces arbitres-là qui recevaient donc dans la région de l'Ouest le président de la CAF. Doivent être pris en considération que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, du centre, du nord au sud. Donc, je voulais dire que les gens sont pour même de l'égalité. C'est pourquoi nous avons voulu dire que vous portez tout le Cameroun. Voilà, les arbitres qui souhaitent être traités avec beaucoup de considération. On voit d'ailleurs qu'il a été anobli. Alioum Sidi porte des accoutrements qu'affectionnent bien les dignitaires de la région de l'Ouest. On va d'ailleurs voir quelques images de Alioum lorsqu'il était à Douala. Il était également anobli de ce côté-là. On peut le voir dans la pure tradition Sawa. C'est dit peut-être qu'il y a une sorte d'unanimité autour de Alioum. Il est encore en activité. Il a dit jusqu'ici on avait connu des présidents de la CAF qui étaient déjà à la retraite. Mais là, les arbitres ont jeté leur dévolu sur l'un des leurs encore en activité. On espère que ce sera la calmie totale au sein de la CAF et que les arbitres vont pouvoir diriger des matchs de football avec beaucoup de sérénité et surtout qu'ils seront traités avec beaucoup de considération désormais à l'Africa Foot. Payer, ça fait partie d'être traité avec beaucoup de considération, non? Donc, ils l'ont exprimé, les arbitres camerounais de football. Alors, parlons, on va aborder la deuxième thématique de ce programme. Les Lions A', je le disais, éliminés par une formation du Niger, non-name. Si je dis non-name, ce n'est pas exagéré, non? Sur le plan du football en Afrique, le Cameroun qui avait besoin d'un nul. Le Cameroun qui avait besoin d'un match nul, un point, mais qui n'a pas pu faire nul face au Niger. On voit d'ailleurs les images de l'élimination. Voilà le coup franc qui a crucifié donc, le Cameroun, alors qu'il fallait un nul. Le Cameroun s'est plutôt incliné. Il y a eu quelques autres occasions. On voit bien que le Cameroun a même bénéficié d'un coup franc qui va plutôt dans le décor. Le ballon est mal ajusté et à la fin du match, c'est les joies des Nigériens qui contrastent avec la désolation des Lions A' du Cameroun. Tout avait pourtant bien commencé. On va voir la première victoire des Lions contre le Congo. Ça avait pourtant bien commencé. 1-0 lors de la première journée dans le groupe E. Et cette belle tête de Ngombekeli qui avait donc permis au Cameroun de l'emporter 1-0 face au Congo. Le Cameroun avait le vent en poupe dans cette compétition. On pensait que tout allait pour le mieux. Ngombekeli qui vient chipper ce ballon parce que il n'est pas le destinataire, on le voit de ce centre, mais il part de loin pour venir finalement. Voilà, donc le Cameroun donc, qui avait donc 3 points après cette victoire. Le Congo avait fait jeu égal 0 but partout face au Niger dans la deuxième journée de cette poule E. Il faut dire que c'était un groupe à 3 et donc c'était assez risqué. Le Cameroun a joué avec le feu. À la dernière journée, le Niger, 1 point, avait besoin d'une victoire. Le Cameroun, 3 points, avait besoin d'un nul. Mais c'est finalement le Niger qui l'emporte 1-0. Kizito Elundu, je commence par vous. Vous êtes entraîneur, vous êtes technicien. Pourquoi le Cameroun? Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme ça se dit trivialement au Cameroun? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, ça n'a pas marché parce que c'est ça le football. Ça n'a pas marché parce que je pense que il y a des bonnes leçons à tirer de cette expédition foireuse. On va arriver aux leçons. Restons d'abord sur on va dire quoi? Sur les conséquences? Sur les faits. Les leçons de ce énième échec, on va les tirer. Mais pour le moment, pourquoi le Cameroun a échoué alors qu'on s'attendait à ce que le Cameroun réussisse? Le Cameroun a échoué parce que ça n'a pas marché. Écoutez, le problème du football camerounais est fondamental. D'abord, nous allons souffrir comme ça pendant longtemps
tant que les joueurs camerounais vont partir de manière précoce, l'exode de nos talents de manière précoce, les équipes que vous voyez, quand on dit un non-name, le Niger, je voudrais vous dire qu'il y a les joueurs de l'axe central de l'équipe du Niger sont titulaires à l'équipe A. C'est-à-dire que l'équipe A du Niger, c'est des hommes d'expérience. Donc c'est les pays où les joueurs ne sortent pas beaucoup. Ils essayent un peu d'atteindre une certaine maturité en interne et c'est ça qui fait la force. Contrairement au Cameroun où dès qu'un joueur centre un peu un coup franc ou un corner différemment, il est déjà lorgné par des agents qui doivent tout de suite aller le bazarder et ça ne permet pas au football camerounais d'atteindre une certaine maturité compétitive avec des joueurs. Chaque année, c'est l'éternel recommencement avec des nouveaux joueurs. Ceux qui essaient un peu de faire la différence sont directement partis. Vous avez vu Souaïbou, on l'a perdu pour l'Ochan. Le jeune Mani est parti avant l'Ochan. Mais je suis convaincu que si, ne serait-ce que les deux là, étaient restés à l'attaque, on aurait eu tout un autre match. Et mais les joueurs ont leur carrière aussi à gérer. Hein. Et la deuxième chose, ce n'est pas la faute aux joueurs. C'est pour ça qu'on reviendra toujours sur la structuration de notre football. Si les joueurs trouvent un peu le minimum, la preuve en est que la fédération a fixé, même si je trouve ça quand même... Dérisoire. Non, je trouve ça quand même un peu utopique, parce que vous avez fixé les salaires à 200 000 dans des clubs, sans toutefois voir quels sont les budgets qui seront équilibrés dans ces clubs-là. Combien aujourd'hui payent les 200 000 aux joueurs? C'est pour ça que j'ai dit, je trouve ça un peu utopique. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Dès qu'on a annoncé... Depuis la création de la LFP, c'est en 2011, c'était ça. Dès qu'on a annoncé 200 000 de salaire, vous avez vu même nos jeunes frères qui étaient à l'extérieur ont commencé à revenir dans notre championnat. Dans le canon, il y en a 6 qui sont revenus et qui sont en train de se relancer. C'est pour dire que le jour qu'il y aura une bonne structuration, le football devrait a priori décoller. Pour revenir au Chan, je pense que des garçons, après avoir gagné le premier match, se sont vus très beaux. Ils étaient déjà qualifiés même avant d'aborder le deuxième match. Or, modeste technicien de mon état, quand j'ai observé le premier match, avec 7 ratés, on comprenait tout de suite qu'il y a un problème de fond dans cette équipe. Il y avait un problème de fond au niveau de la finition. Il y avait des schémas de jeu parce que les joueurs arrivaient à se mettre devant les buts. Ça veut dire que les entraîneurs ont travaillé les schémas tactiques, mais il a manqué des hommes capables de pouvoir maîtriser la pression et venir valider au niveau de la zone de finition. Donc, à mon avis, et lorsqu'on s'en va en laissant derrière un joueur qui est pour la phase aller le meilleur buteur de la phase aller, moi je trouve ça quand même interrogatif. Comment on fait pour amener quand même aller à une donc vous interrogez la qualité de la sélection. La qualité, non, pas forcément. Moi je parle au niveau de l'attaque, parce que c'est ça qui a été le ventre mou de notre équipe. Il n'y a personne pour marquer. Même s'il y a des choses à redire avec le gardien qu'on a titularisé, à mon avis, qui n'avait pas l'épaisseur. C'est un jeune gardien qui est en train de faire ses classes, qui n'avait pas encore la baraka pour pouvoir compétition tenir une compétition du genre. On a vu certaines sorties qui laissaient quand même nous laisser un peu dans notre fin. Je pense que c'est ce qui a caractérisé l'élimination du Cameroun. On n'a pas été aussi, je ne vais pas dire on n'a pas été complètement hors sujet, mais c'est le problème de gestion au niveau de l'effectif. Alors, Billy, le CHAN est réservé exclusivement aux joueurs des championnats locaux. C'est pour cela que, par exemple, on ne peut pas avoir Maro Souaïbou. Il est allé en Afrique du Sud. Lors du CHAN 2020, qui s'est joué finalement en 2021. Oui. On a eu le cas avec Omosola, qui la veille du CHAN est allé à RDC, oui, et qui du coup n'était pas disponible pour le CHAN. Alors c'est pour les joueurs exclusivement locaux.
Oui. Lorsque le Cameroun, depuis 6 éditions, je le disais, n'arrive pas à s'imposer, ça traduit quoi? C'est le niveau du championnat là, ce qu'on voit au CHAN là, non, comparé aux autres pays? Déjà, il faut dire que le CHAN est un peu considéré comme le baromètre des meilleurs championnats africains. C'est pour ça que vous allez regarder les équipes qui ont régulièrement remporté le CHAN sont des équipes qui ont des bons championnats. Le Maroc est consécutivement 2 fois champion du CHAN. Double tenant voilà, du titre. la Tunisie a remporté le CHAN, la Libye la RDC avant le printemps arabe, parce qu'après le printemps, il y a eu des complications. Et la RDC aussi. Donc pour ne prendre que ces pays-là. Pour le cas du Cameroun, c'est clair que nous avons un championnat qui est d'un niveau vraiment moyen. Ce n'est pas une insulte, c'est la réalité. Parce que nous avons des problèmes au niveau de la formation. Lui, il voit que c'est bas. Hein. Ce n'est même pas bon, moyen. Après, chacun a sa vision. Ce n'est qu'un avis. Hein. Chacun a sa vision, mais je trouve que le championnat est bas. C'est pour ça que généralement, lorsque nos joueurs vont à l'extérieur, ils reviennent parce que là-bas, c'est un niveau assez plus élevé. Ils sont toujours obligés de revenir. Quant à notre élimination, il y a 2 problèmes déjà. Lors des éditions précédentes, lorsque nous étions éliminés, on mettait en avant le fait que les joueurs ne sont pas en championnat. En situation de compétition, on dit qu'ils ne sont pas compétitifs, 6 mois que le championnat était arrêté, 4 mois. Pour cette fois-ci, le championnat se jouait. Après la Coupe du Monde, on a repris. Il y a eu des stages. Mais quand j'ai regardé les rencontres amicales du Cameroun en streaming, les problèmes que nous avons eu lors des rencontres amicales, c'est les mêmes problèmes que nous avons eu lors du CHAN, contre le Congo et contre le Niger. Donc vous interrogez là alors la préparation? Oui. Si on se retrouve en compétition avec les problèmes qu'on avait pendant les problèmes même les matchs déjà, amicaux, ça veut dire que la préparation n'a pas été bien faite. Les problèmes liés à la finition. Et regardez toutes nos sélections, U17, U20, U23, même chez les A aujourd'hui, on a un véritable souci au niveau des avant-centres. On n'a pas d'attaquants parce qu'ils ne sont pas bien formés. Comment ça? Regardez l'équipe du CHAN, la défense, le milieu de terrain, transition, milieu, attaque. Attaque, finition, il y a des problèmes. Contre le Congo, le président de la fédération va au vestiaire, il se plaint, il a raison. Il dit, vous avez gagné par 1-0, mais vous auriez pu gagner par 3-0. Parce qu'il y avait de la place pour inscrire des buts. On dit ça à tous les matchs. Hein. Même si vous gagnez 5-0, un président dira que vous pouviez gagner 7-0. Non, mais sauf que ce qu'il dit est vérifiable. Donc, pour ce CHAN, on a manqué véritablement. On joue 2 matchs. On encaisse un but, on marque un seul but. Après, je relève autre chose. Déjà, au niveau du casting, à 2 niveaux. Le casting même déjà de l'entraîneur. En son temps, j'avais estimé ailleurs que c'était pas normal de prendre un entraîneur qui n'est pas tropicalisé et lui remettre une équipe de A' qui concerne des joueurs du terroir. Vous savez, généralement, les nominations, il y a les récompenses et la compétence. Il y a la récompense, il y a pas la compétence. Compétence, ce n'est pas que je dis qu'il n'a pas de diplôme. Je ne dis pas qu'il n'est pas entraîneur. Mais je dis que par rapport au contexte camerounais, c'était comme une sorte d'insulte même pour ceux qui travaillent ici au pays depuis de longues années. Il aurait été judicieux qu'on prenne un entraîneur du terroir, qu'on lui confie cette sélection, une sélection aussi sensible que celle des A'. Parce que ce n'est pas sur un tournoi comme ce qu'on a vu des playoffs, vous sélectionnez des joueurs, non. C'est que c'est sur une durée. Une sélection aussi sensible parce que si Sohaib Oumarou est parti, ayant observé ces garçons depuis 2 ans, 3 ans, connaissant comment ces garçons se comportent, vous avez la possibilité de prendre un autre joueur que vous avez vu jouer il y a peut-être de cela 6 mois parce que vous le connaissez. Mais quand vous arrivez là comme ça, vous voyez les joueurs sur 4 mois, il n'est pas évident parce que vous n'avez pas un fichier de joueurs sur lequel vous pouvez vous adosser s'il arrivait qu'un joueur s'en aille. Du coup, en termes de casting... Le fichier, ce n'est pas l'entraîneur qui va... Non, mais si l'entraîneur fait des prospections, on lui donne des moyens, on lui donne un contrat, on lui donne des moyens de travailler, il va régulièrement au stade, il met les joueurs en stage régulièrement, sur 2 ans, il va voir. Ça aussi, c'est un autre problème, c'est-à-dire que les périodes d'inertie, depuis le dernier CHAN, en 2021, où nous avons perdu en demi-finale, on a marqué combien de temps d'arrêt pour organiser pour reprendre des A'. Moi, je croyais que lorsqu'on arrive et qu'on vous dit rien ne sera plus comme avant, c'est qu'on fait les choses pour que les choses bougent. Voilà nos Lions. Depuis la dernière CAN en juillet, on fait pratiquement 7 mois sans stage. Et puis là, on aborde une épreuve assez difficile des barrages. C'est pratiquement ce qui se passe pour le temps. Donc, on prend une équipe nationale, on donne un entraîneur qui n'est pas tropicalisé. Il vient trouver des joueurs. Il découvre une affaire. On lui demande d'aller faire des miracles à une compétition. Ce n'est pas facile. Et en termes de casting, on voit ce qui se passe. Le gardien Babi, il est bon pendant
les playoffs. Mais en fait, sur une durée de 1 an, 2 ans, on sait qui sont les meilleurs au Cameroun. On sait qui sont les meilleurs. Il y a Achukeri de Kona Lycée. Il y a Bainassem Jourdain qui était sur le banc de touche. Mais tous les entraîneurs le font, non? Les entraîneurs vous disent que même à un dernier match de stage, là, il peut dénicher la perle rare. Peut-être c'est le cas de ce gardien. Non, mais sauf que comparativement à ceux avec qui il était en concurrence, ceux étaient meilleurs que lui. Moi, je vais tout le temps au stade. Je parle de la valeur de jeu que je connais. Alors, très bien, je reviens à vous tout à l'heure. Donc, il y a eu un problème de casting au niveau de l'entraîneur, et il y a eu un problème de casting au niveau des joueurs, et ça a créé ce que ça a créé face à une équipe du Niger très bien préparée. Vous arrivez, vous faites 70-30, ça veut dire que le Cameroun a eu la possession de balles, mais possession stérile. Le Niger a eu 30%, mais ils ont été beaucoup plus efficaces que nous. Et c'est la même chose qu'ils ont fait contre le Ghana. Contre le Ghana, ils ont eu 38% de possession. Et ils ont battu 2-0. Ils ont gagné 2-0. Alors, fils Daniel Injek, on parle du casting au niveau de l'entraîneur d'abord. Hein. Le casting, le choix des techniciens, parce qu'on va voir également le choix que ces techniciens-là ont fait, des joueurs, mais le choix déjà du technicien. Ils sont nommés le 4 août, en tout cas le staff est recomposé le 4 août. Aloum Seydou, sélectionneur, Pius Ndjefi, adjoint, Clément Asimba, préparateur et gardien, Narcisse Tinke, préparateur physique. Lors du dernier CHAN, c'est-à-dire le CHAN disputé au Cameroun, on avait Martin Togoupilé qui n'avait pas entraîné les clubs. En tout cas, mais il vit au Cameroun. Avant ça, on a eu. Et il était superviseur. Oui. Il est parti de superviseur. Il a souvent entraîné les équipes. Il est parti de superviseur. Les équipes nationales. Laissez que je pose la question. Laissez que je pose la question. Mais en termes de club, il n'avait pas à ce moment-là un club camerounais, un club du championnat. Avant lui, il y a eu Rigobert Song avec les résultats qu'on connaît. Comment vous appréciez le choix des hommes au niveau du staff? Mais c'était un choix raté. Moi, je vais féliciter une personne dans ce staff, c'est le docteur Narcisse Tinke, qui a démontré quand même qu'on peut croire à la ressource au Cameroun. Vous avez vu sur le plan athlétique, les joueurs n'ont pas eu de difficultés. On a eu des difficultés sur le plan tactique. Donc, ici, l'un des problèmes qui a conduit à notre élimination, c'est le staff. Vous avez 2 entraîneurs qui sont expatriés, qui sont importés, exportés même. Il faut acheter chaque 3 mois un billet d'avion. Parce que vous savez, quand vous vivez en Europe, pas au Cameroun. Quand vous vivez en Europe, vous ne pouvez pas faire plus de 6 mois hors de l'Europe. Parce qu'il y a toujours 1, 2, 3 choses à faire. Voilà Serge Branco qui est là. Il va toujours vous dire, je m'en vais en Allemagne demain. Vous ne pouvez pas vous faire dites qu'il est toujours en train de... Vous ne pouvez pas faire plus de 6 mois hors de l'Europe. Parce que vos familles sont là et tout pour gérer 1, 2, 3 choses. Donc, aujourd'hui, la nouvelle fédération, je préfère l'appeler comme ça, quand on fait le bilan, je crois qu'on a fait le bilan dernièrement, on a mis les playoffs en avant. Mais qui était au devant de la scène dans ces playoffs? Ce sont des techniciens camerounais. Vous aviez un match de haut niveau qui n'avait rien à envier à une finale de Ligue des Champions. Coton et digne. Et vous avez eu une leçon tactique. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi cette finale des barrages à Garoua, où le vétéran, le vieux Bonaventure Ndjonkep, a mis au travail Gabriel Aman et son équipe. Il a fallu que Gabriel Aman se pose. Il a fallu que Gabriel Aman réfléchisse pour pouvoir revenir dans cette finale et s'imposer. Lorsque vous avez des techniciens chevronnés de la sorte, vous pensez que c'est vos amis qui entraînent à la Courneuve à Paris qui doivent venir entraîner les Lions à prime? Les Lions, permettez-moi, je n'ai pas insulté quelqu'un. Les Lions, la sélection nationale, c'est la consécration, c'est le must. Et lorsque vous avez des messieurs comme Bonaventure Ndjonkep qui ont accepté se rasseoir sur un banc de touche, je crois que Serge Branco ici, vous avez des messieurs comme Gabriel Aman qui, en 1 an et demi, a plafonné sur le championnat camerounais. Pourquoi vous ne voulez pas les faire confiance? Est-ce que c'est un gâteau? Est-ce que c'est un beefsteak qu'on doit se partager? C'est une seule chose, la compétence. Si on partait sur la base de cette finale des playoffs et qu'on faisait... On a des entraîneurs ici aujourd'hui qui s'affirment. Vous avez Anissé Bargafoué, vous avez David Pagou,
Vous avez ces entraîneurs qui reviennent toujours dans le championnat et ils sont réguliers. Vous avez même les Noubé Bosso qui sont toujours dans le top 5 du championnat camerounais. Au moins, les Lions A prime. On pouvait mettre les amis. On pouvait mettre les Serge Branco et ses amis pouvaient mettre les amis ailleurs, mais pas chez les Lions A prime. Mais je comprends pas. Milion Tour a dit quelque chose tout à l'heure de très essentiel. Vous savez, on n'a pas été éliminé parce qu'on n'avait pas de bons joueurs. On a été éliminé parce que le staff technique ignorait les joueurs qu'ils avaient sous la main. Quand vous avez un milieu de terrain, vous avez des joueurs comme Zemba, Icon qui sont assis sur le banc de touche. Vous avez des joueurs comme Simé qui sont assis sur le banc de touche. Parce que quoi? Béo Bato qui sont assis sur le banc de touche. Vous alliez un milieu de terrain avec 3-8 à l'ancien football. Vous allez gérer la transition offensive comment? Ça va partir de la défense, ça va s'arrêter au milieu de terrain. Avoma essayé, c'est un jeune. De plus, avec Cyril, le chant ce n'est pas pour les enfants. Je crois que le Niger est en train de vous démontrer ça. Vous avez des joueurs qui sont revenus au Cameroun comme Fabrice Nga dans le canon de Yaoundé. Il a gagné des coupes de CAF avec les plus grands clubs comme le Raja de Casablanca. Quand il vient au Cameroun, il sait comment on peut tempérer, comment on peut accélérer. Vous avez des joueurs comme Rostam Baye, des attaquants rompus à la tâche qui ont été meilleurs buteurs du championnat. Ils sont allés ailleurs, ils sont revenus ici. Mais vous avez des joueurs qui sont revenus. Permettez-moi, vous avez... est-ce qu'ils sont venus prendre un club au Cameroun? Ils sont venus prendre les sélections. Ils sont venus prendre les sélections. Moi, je parle de cette sélection. Voilà les choses qui... Et autre chose, vous allez me permettre de sortir peut-être définitivement sur le sujet. La coordination est impliquée dans cette élimination. Aujourd'hui, on vous dit pour aller... Permettez-moi d'expliquer. Aujourd'hui, on vous dit pour aller rendre visite, si je suis un parent et mon fils joue à l'équipe nationale, je dois aller chercher une accréditation à la coordination que non. La coordination doit trouver les sparring partners. Et la coordination, c'est un ancien footballeur qui est là-bas. Il refuse que les joueurs... On a un championnat de... C'est combien de clubs là? Qui est divisé en sous-poules. C'est du jamais vu. Avant, on avait 18 équipes, non? On jouait 36 matchs, non? Donc, les joueurs n'ont même pas le temps de jeu. Et l'équipe se retrouve en stage. Le coordonnateur refuse que ces joueurs aillent s'évaluer en championnat. Qu'est-ce qu'on cache? On ne va pas accabler le coordonnateur. Non, permettez-moi, je donne mes éléments. C'est un championnat. C'est le championnat qui permet à ces joueurs de compenser sur le plan du temps de jeu parce qu'un match amical ne remplace pas un match officiel. Donc aujourd'hui, on doit pouvoir permettre, parce que le joueur appartient à au club, voilà autant d'éléments qui ont fait en sorte qu'on s'est retrouvé dans cette situation. Vous avez été interpellé à maintes reprises. Je ne sais pas si vous êtes employé de la fédération. Oui, je suis Attendez que je pose la question. Il y a donc cette question... du choix, en tout cas sur le staff qui se pose. À la fédération, on a vu, il y a une propension à faire revenir, à nommer les anciens footballeurs. Ceux qui ont été professionnels, ils ont joué au niveau, on les ramène dans les sélections. Mais il se trouve que les résultats ne suivent pas. Le CHAN, par exemple, c'est pour des joueurs locaux. Il y a des championnats, il a cité quelques noms, il y a des entraîneurs. Pourquoi cette propension-là à la fédération à faire plutôt confiance à ceux qui ont été anciens footballeurs? Bon, avant de répondre à ta question, je vais rendre hommage à des entraîneurs chevronnés, comme ils ont dit. Wondawatun Jonket, c'est un entraîneur qui a fait de moi champion du Cameroun en 1996 avec l'Unisport de Bafan. Tous les entraîneurs chevronnés qu'on a cités, c'est des entraîneurs de qualité. Et donc, on doit compter sur eux, on doit faire avec eux. Bon, vous avez vu, depuis que le nouveau exécutif à l'Africa Foot, avec le président Samuel Eto'o, qui est arrivé, il a imprégné une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de voir les choses, que ce soit en club, en championnat ou en équipe nationale. Vous vous rendez compte ici, j'écoute sur ce plateau dire que l'équipe a eu des occasions, il a marqué un avant-centre. Dites-moi, pendant le CHAN qui s'est joué au Cameroun, j'étais consultant, commentateur télévision. Regardez le match, comment les gars se présentaient sur le stade. On dirait des sénateurs. Si ces joueurs avaient été aujourd'hui, ils seraient allés aux élections sénatoriales, ils seront tous passés. On avait une équipe qui arrivait en demi-finale, mais qui n'avait aucun fond de jeu. On s'est plaint tous ici que l'équipe, ils étaient vieillissants, ils avaient du mal à se mouvoir au stade. Il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien. Mais là, aujourd'hui, on voit une CHAN avec une équipe où des joueurs ont fait du jeu, où un joueur 70% de possession de balle. Mais on a le premier tour. L'équipe sans jeu est allée au demi-finale. L'équipe sans avec fond de jeu. Laissez-moi avancer. Je vais y arriver. Voilà une équipe qui a produit du jeu. Vous avez vu après le premier match, dans les chaînes de télévision européennes, Canal, je ne sais pas si je dois citer le nom, vous avez vu, on faisait du Cameroun le favori. On disait que l'équipe qui faisait peur, c'était le Cameroun, avec ce match contre le Congo, avec toutes les occasions qu'on a eues, avec un joueur de l'équipe A. Oui,
Bon, moi j'ai eu le calme des les sons, mais moi je pense que je vais pas finir. À celle voilà, vous voyez que aujourd'hui, si vous le coupez tout le temps, il ne pourra pas. Merci, de tenir. Donc, moi je dis bien qu'on a vu une équipe. Ce qui s'est passé dans ce CHAN, c'est quand on va dans une compétition avec des joueurs novices qui participent pour la première fois à un match de haut niveau ou à une compétition de haut niveau. Moi, je vous dis, je prends un exemple sur moi. J'ai été 2 ans professionnel en Allemagne, en Bundesliga, titulaire à l'Eintracht de Francfort. Ma première sélection ici à l'équipe nationale, c'était Jean-Paul Akono qui m'avait convoqué. J'ai joué ici à la cuvette Cameroun-Zambie, latéral droit. La cuvette de Fandena. Du côté du Chabat. Le premier ballon que j'ai amorti, j'ai raté l'amorti. J'ai le Chabat. J'avais l'impression que j'avais tout le stade qui tombait sur moi. Donc, c'est vous dire qu'il y a eu, quand on va à une compétition, il y a le jeu et il y a l'enjeu. Moi, je pense qu'il y a eu du jeu dans cette équipe, mais l'enjeu a pris le dessus sur ces joueurs. Parce que ce soit l'entraîneur, tous compris, il y a eu l'enjeu qui a été un peu plus au-dessus du jeu. Parce que gagner un premier match, en convaincant, j'avais dit sur le plan du jeu, sur le plan de développement du jeu, sur le plan des occasions de but. Même quand le président de la FECAFOOT va aller dire au vestiaire, on aurait pu gagner par 4-5 buts à 0. Il n'y a pas que lui qui a vu ça. Nous tous, nous avons vu qu'on était au-dessus et qu'on avait besoin de mettre le ballon au fond. Maintenant, on aborde le deuxième match. C'est là où l'enjeu fait son apparition. On aborde le deuxième match en tant que favori. Et en tant que favori, donc tu as besoin d'un seul point pour passer. Dans ce genre de match, on a besoin d'un entraîneur qui a de la bouteille. Donc ça veut dire moi... Alioum n'en avait pas? Non, je vous dis un entraîneur, il n'a pas encore de la bouteille. J'ai du mal parfois à critiquer ou à commenter mes anciens coéquipiers qui sont devenus entraîneurs, mais il faut se dire la vérité, je vous le dis ici, il faut appuyer là où ça fait mal. Il faut critiquer. D'où la question que je vous ai posée, cette propension à la fédération à faire... C'est ça que je suis en train de vous dire. À nommer des anciens... À la fin de la réponse vient à cette question. Il fallait un entraîneur qui a de la bouteille. Ça veut dire, étant favori, et ayant une équipe qui fait du jeu supérieur, on aurait dû comprendre que l'essentiel c'est la qualification. On n'aurait pas dû faire le jeu. On aurait dû attendre. Et même à la dernière minute, on marque un but, on va avec un match nul. Et je pense que c'est là où l'entraîneur a beaucoup appris de cette compétition. Et c'est parce qu'il apprend de cette compétition qu'il sera meilleur demain, au prochain match, à la prochaine compétition. Vous avez parlé de Deschamps qui a 12 ans en l'équipe de France. Vous parlez d'Aliou Cissé qui a 10 ans. Ils ont commencé par apprendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la fédération a décidé de faire confiance aux jeunes entraîneurs et leur donner du temps. Parce qu'avant, un entraîneur, dès qu'il va perdre 2 matchs, on le vit. On amène un autre. Aujourd'hui, vous pouvez citer, on aurait pu nommer l'Indjon Keb, l'Ndoumbe Bossol et tout ça. Mais on a besoin de ces entraîneurs qui ont de la bouteille dans le championnat pour relever le niveau du championnat. Pour que les autres viennent entraîner l'équipe nationale. Pourquoi, posez-vous la question, pourquoi depuis 10 ans Coton est champion? Parce qu'il n'y a pas de niveau. Un championnat où il y a un niveau, un club ne sort pas sur 12 ans 10 fois champion. Je vous le dis. Parce que Coton a un niveau qui est largement supérieur aux autres. Vous connaissez le championnat allemand. Ils ont les meilleurs joueurs. Vous connaissez mieux l'Allemagne que nous. Bien sûr. Mais Bayern est champion. Bien sûr, c'est pour ça que Bayern, les clubs allemands ne vont plus ces 10 dernières années en finale de la Champions League. On ne gagne pas la Champions League. Un championnat où une équipe gagne tout le temps, pendant 10 ans consécutivement, ça veut dire que cette équipe est tellement au-dessus et les autres sont en bas. Et je vous le dis, le championnat camerounais n'a pas de niveau actuellement. Le niveau est très bas. Il faudrait déjà que ces entraîneurs qui ont la bouteille, qu'il n'y ait pas que 2-3. Le Cameroun, qui doivent... selon le dernier classement FIFA oui. du 22 décembre 2022, il n'y a pas encore un classement depuis le mois de janvier. Le Cameroun est 33e mondial et 4e africain. Oui. Le Niger est 122e mondial et 31e africain. Oui. Vous dites que le championnat camerounais n'a pas de niveau. J'allais même revenir sur le problème du Niger. Écoutez bien, on a dit tout à l'heure que pendant le CHAN, les clubs de CHAN, c'est un championnat où c'est des joueurs amateurs qui jouent. Regardez le Niger, cette équipe du Niger, ça fait 10 ans qu'ils jouent ensemble. Ils sont toujours entre l'équipe A et l'équipe A'. Équipe A, équipe A'. Et c'est parce qu'ils jouent depuis 10 ans ensemble qu'ils arrivent à ce genre de performance. Ils ne sont pas meilleurs sur le stade, mais ils se comprennent tactiquement. Ils ont une harmonie. Contrairement aux équipes plus talentueuses, comme le Cameroun, on était plus talentueux qu'eux, mais on est resté, ils sont passés. Donc ça veut dire que le CHAN ne peut pas refléter vraiment le niveau intrinsèque des joueurs. C'est peut-être le niveau de championnat parce qu'ils jouent tout le temps ensemble, ils se connaissent. Moi, je vous prends l'exemple, nous, dans les années 2000, ma génération de la génération dorée, on joue ensemble depuis qu'on a 10 ans. Aux interquartiers, à la Coupe Top, on entre aux brasseries, d'autres vont à KSA. On se retrouve à l'équipe junior, l'équipe cadet, l'équipe senior. 10 ans après, on a gagné tout ce qu'on a gagné en Afrique et même dans le monde. Donc c'est pour vous faire comprendre pourquoi ces entraîneurs anciens Lions viennent. Parce que à la tête de ces équipes, on a besoin des entraîneurs avec... On a parlé tout à l'heure quand M. Kizito s'est fâché parce que j'ai parlé des entraîneurs où la formation n'est pas harmonisée. Guardiola et Mourinho font le même entraînement. Ils ont le même diplôme, mais ils ne jouent pas le même football.
Jürgen Klopp et le coach Galtier de Paris Saint-Germain ont les mêmes diplômes, même ne jouent pas le même football. Pourquoi? Parce que... Oui, mais permettez-moi d'aller... Chutez aussi, parce que c'est pour vous faire comprendre... Vous n'allez pas non plus parler... Vous ne pouvez pas aller faire un stage en Espagne où on joue le tiki-taka. Vous allez faire un stage en Allemagne où on joue plus le physique et venir avoir le même résultat. On doit harmonier, la fédération doit savoir, la nouvelle direction technique doit dire on joue quel genre de football, avec quel type de footballeur. Est-ce qu'on a besoin des stoppeurs costauds, des avant-centres costauds ou des ailiers rapides? C'est ce que fait la DTN. Et une DTN qui est la fédération n'est là que depuis 1 an. Et on ne va pas tout changer en 1 an. On a déjà vu les évolutions qui sont arrivées. Alors, permettez-moi de sortir s'il vous plaît. Un championnat qui se joue, une équipe nationale A qui a une très bonne performance à la Coupe du Monde et qui est sortie la tête haute en battant le Brésil. On a une équipe A' qui va à un CHAN, qui produit du jeu et qui montre que l'équipe est dominatrice, mais qui rentre sur un fait du jeu. Pourquoi? C'est tout ça, c'est de l'expérience emmagasinée. Donnez-le le temps, vous allez voir que les prochaines compétitions, que ce soit l'équipe A en Côte d'Ivoire ou l'équipe A' dans les prochaines compétitions, on aura du résultat. Alors, la patience et la confiance aux entraîneurs, c'est très important. C'est entendu. Voilà. Il a parlé de... La nouvelle DTN. Bon, je voulais qu'on reste sur l'entraîneur. Lui, il dit que... Bon, j'essaie de résumer son propos. Hein. Il pourra repréciser s'il estime que ce n'est pas fidèle ce que je dis. Le coach, on vient apprendre à l'équipe nationale finalement. Non, je vais d'abord... On ne vient pas apprendre. Je parle de... Non, je n'ai jamais dit que je venir apprendre. Je parle de... On parle de la bouteille. J'ai vu que je paraphrasais. Sinon, on va pas évoluer. Kizito. Non, c'est pas vous que j'ai C'est la chute de Serge Branco. En fait, je parle de sa chute pour dire que si nous continuons à faire ça, c'est que Serge fait là. Nous n'allons pas évoluer. Il parle du très bon comportement de l'équipe A au mondial. Oui. Parce qu'on a gagné le Brésil. Parce qu'on a gagné le Brésil, mais on est sorti au premier tour. Et il dit nous avons produit du jeu parce que nous avions la possession de balle et c'est à saluer. J'ai dit si nous faisons ça, ça va davantage nous plonger. Moi j'ai admiré le courage de Serge Branco. Quand il est revenu au Cameroun, il est allé en club. Il allait prendre le club pour manager là-bas. Mais qu'il dise à ses coéquipiers, il faut qu'il dise à ses coéquipiers qu'on ne commence pas au sommet. Qu'il vienne. Je suis sûr qu'un un ancien footballeur qui arrive, il dit qu'il va entraîner n'importe quel club. On va lui donner le feu vert. Tous ces gens-là. Mais arrêtez de laisser l'impression que parce qu'on a joué à l'équipe nationale, qu'on est bon entraîneur. Serge Branco a cité tout à l'heure Deschamps et Zidane, pour ne prendre que les deux là. Vous imaginez, vous connaissez le palmarès de Deschamps en club avant d'arriver à l'équipe nationale. Ce qu'il a fait à Monaco, il a pris Juventus en deuxième division pour amener... Vous parlez de quoi? Et quand on parle du... on parle même des championnats où quand une équipe domine, vous ne pouvez pas, vous ne gagnez plus les Champions League. Donc vous allez demander à Cédou à un club de première division en Turquie pour venir entraîner le tournoi. Il y a 2 tournois. Mais là vous êtes en train de m'interrompre. Là vous êtes en train de m'interrompre. L'Oréal est le top 2 en Espagne depuis 20 ans. Mais l'Oréal a fait le triplé de la Champions League. Ce n'est pas ça qui fait la force ou la faiblesse d'un championnat. Et je continue à croire que si on veut les anciens footballeurs dans les équipes nationales, on a parlé de John Kep tout à l'heure. Il y a Ebouele Bertin qui est de ma promotion. Il est chez les U15. Libi Thomas qui est champion d'Afrique avec les U17. Regardez comment on l'a humilié, comment on l'a débarqué. Le débat n'est pas au niveau ancien footballeur ou quoi que ce soit. Le débat il faut faire la différence entre le parcours et la compétence. Ils peuvent avoir les parcours, ils ont les diplômes en Turquie, en Inde, en Espagne, tout ce que vous voulez. Mais la compétence, c'est sur le terrain. Et je continue à vous dire que pour entraîner les clubs camerounais, vous prenez votre science, ça reste de côté. Vous devez créer. Parce que vous entraînez un joueur qui a faim, ou alors un gars qui a son demi-pain, en train de manger avant l'échauffement là. Or, il est dit que vous devez manger 3 heures de temps avant l'effort. Les données changent. Et vous devez vous habituer à... C'est pour ça que je pense cet environnement. On devrait encourager nos jeunes frères à venir au pays
à venir s'adapter d'abord dans nos championnats. Si c'était un Djonkep, je reste convaincu qu'il n'aurait pas géré cette équipe de la même façon. Il n'aurait pas géré la pression. Parce que quand vous voyez un entraîneur qui met un joueur, et je tiens à vous dire que c'est le petit là qui nous qualifie à Garoua. C'est lui qui nous qualifie à Garoua. Quand vous le mettez au stade, il a fait une erreur. Vous le ressortez, c'est pour le tuer. Il est entré et on l'a ressorti. Ça prouve que en fait, l'entraîneur n'a pas encore atteint. Il n'est pas seul avec son adjoint. Parce qu'on peut même parler, si on prenait même un adjoint, même un adjoint qui est dans le championnat camerounais, il y aurait eu une autre gestion. Et Fils N'Djeka a soulevé quelque chose de très important, l'évaluation du joueur. Gardez les joueurs en stage pendant 1000 ans. Mais si vous ne les évaluez pas en championnat, vous allez droit au mur parce qu'il n'y aura pas, la compétitivité a beaucoup manqué à ces garçons. Ce n'est pas le fait d'arriver, parce qu'on est arqué, on est blanc, que vous pensez que non, tout va se passer dans le meilleur des mondes. Dites-moi un peu, pour que j'essaie de comprendre. Vous prendrez juste 2 secondes, s'il te plaît. J'essaie de comprendre quelque chose que les téléspectateurs vont vouloir comprendre. Comment un Camerounais qui a joué dans le championnat camerounais, qui a été international camerounais, qui est allé professionnel, a fait ses preuves comme professionnel, après à la fin de carrière se forme comme entraîneur et vient entraîner l'équipe du Cameroun, ça pose problème. Si ce n'est pas un problème... Tu sais pourquoi ça pose problème? Oui, non, tu as posé, c'est mon thème de parole. Vous ne pas me laisser aller. Non, tu ne me laisses pas. Pourquoi tu me fais? Laisse-moi sortir. Non, il m'a accordé le temps de faire. J'ai accordé le temps. Vous avez posé votre interrogation, c'est bon, c'est entendu. Non, vous vous êtes interrogé, c'est bon. Peut-être qu'on répondra à votre interrogation tout à l'heure. Moi, je ne me laisse même pas poser ma question. Kizito, s'il vous plaît. Je voudrais passer la parole. Non, je voulais passer la parole à Injek. Kizito essaie, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Alors, Injek. Si je ne peux pas finir même ma phrase. 10 ans, j'ai même mis plus long à l'extérieur que toi. Injek. Non, la parole est à Injek. La parole est à Injek, s'il vous plaît. On peut en débattre. Fils Daniel Injek. Voici la question. Voici la question. On est au 7e chan. On est au 7e chan. On est au 7e chan. En les 6 éditions précédentes, le Cameroun n'a pas... Pour la seule fois, le Cameroun arrive sur le podium. En demi-finale, c'est 4e, 2020 à domicile. En 2018, le Cameroun est éliminé au premier tour. 2016, éliminé au quart de finale. 2014, le Cameroun est même absent. 2011, le Cameroun est éliminé au quart de finale. 2009, la première édition, le Cameroun n'était pas là. Mais ce n'est pas un problème aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on ramène les anciens joueurs aujourd'hui qu'on va dire que c'est pour ça que le Cameroun ne gagne pas le champ. On n'a pas appris de nos erreurs. Est-ce que vous savez que le Niger qui nous a gagné, Haruna Doula, aussi entre l'équipe première et c'est après. Est-ce que vous savez que le Niger qui nous a gagné, ils ont 65% de l'effectif qui a disputé le dernier CHAN au Cameroun. Et que ce Niger nous avait battu en match de préparation. Et c'est ce match qui a permis au staff de Ntungu Mpile de prendre conscience de ce qu'il y a quelque chose qui manquait. Et on s'est mis résolument au travail avant d'être éliminé par le Maroc à Limbe. On devait se poser les questions. Je prends le cas du pays d'où vient Serge Branco, l'Allemagne. Après chaque grande compétition, on convoque et les entraîneurs locaux et tous les entraîneurs qui ont été formés en Allemagne. Au Cameroun, je crois qu'il y a 2 qui ont la chance souvent d'être dans ces forats. Il y a Anissé Mbargafoué et Richard Toa. Après chaque grande compétition. Chez nous là, comme c'est fini là, vous avez suivi Serge Branco qui vous a dit ils sont venus apprendre, non, ils sont toujours là. Est-ce que après ce CHAN, vous avez vu un entraîneur, vous avez vu un joueur, mais on doit s'asseoir, on doit se poser les bonnes questions. C'est pas sur les plateaux de télévision qu'on va résoudre ça. Que dit la macrostructure qui est la Fédération camerounaise de football? Il y a une direction technique, s'il y en a une. Que dit la direction technique nationale? Est-ce que les entraîneurs du Cameroun se sont réunis pour essayer de voir qu'est-ce qui a poussé à cette élimination précoce du Cameroun?
C'est toutes ces questions qu'on doit se poser avec Cyril pour ne pas tomber, parce que le prochain CHAN va aussi rapidement arriver et on va se retrouver dans les mêmes erreurs. Vous avez vu la dernière fois, on a amené Yves Clément Aroga. Finalement, on a débarqué à 1 mois de la compétition. Le vieux Ntungu a été obligé de refaire une nouvelle équipe. Bon, vous voyez que ce n'est pas... Donc, et vous voyez qu'aujourd'hui, on va au CHAN en Algérie. On est rapidement éliminé. Chacun prend la route de chez lui. Chaque joueur prend la route de son club. Et personne ne s'arrête un temps soit peu pour demander, mais les U20 ont été éliminés par la SCA. Le Cameroun est éliminé par le Niger. Où va-t-on? Est-ce qu'on file droit au mur? Si il faut arrêter cette saignée, s'il faut arrêter cette saignée, on doit se retrouver autour de 2-3 éléments. On doit se retrouver autour d'un laboratoire. Mais c'est pas nous, c'est la direction technique nationale, c'est la direction de développement. C'est entendu. Et c'est la fédération camerounaise de football qui doit mener cette réflexion et doit impliquer la plupart des acteurs, pour ne pas dire les techniciens. Ensemble, ils vont sortir un document comme un mémoire qui va nous permettre de mieux se projeter pour les prochaines éditions. C'est entendu, on organisera les plateaux pour une grande réflexion sur la relance du football. Comme on va sortir de ce programme par quelques notes tristes, hein. On va annoncer le programme des obsèques du coach Ngoya Ekwam. Tenez, on parlait des coachs. Tout à l'heure, le programme des obsèques du coach Ngoya Ekwam qui est donc connu. La levée de corps, c'est jeudi le 16 février, 15h, levée de corps à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, arrêt au domicile familial, 6 au lycée de la Cité Verte, mais suivi de la veillée jusqu'à l'aube. Vendredi 17 février, 5h30, départ pour le village vers Ngambé, venant de Pouma, arrivée, installation, culte, animation, veillée jusqu'à l'aube. Samedi 18 février, 8h30, culte, inhumation dans la stricte intimité familiale. C'est le programme des obsèques. Vous savez, le coach Ngoya Ekwam est décédé il y a une semaine maintenant dans un accident de la circulation. Les obsèques sont prévues du jeudi 16 au samedi 18 février 2023. Avant le coach Ngoya Ekwam, vous savez, Modeste Mbami était également tombé, décédé. Il a été inhumé ici même à Yaoundé. Un match d'adieu a été organisé en sa mémoire sous la houlette de Jeunesse Star, son club formateur. On a vu le président Akwe Domingo aux manettes pour l'organisation de ce match. C'était au stade du Kansik Lonkak, là où il a fait d'ailleurs ses premiers pas dans le football. Vous voyez la poussière du Kansik Lonkak. Le match a été organisé dans ces mêmes conditions, parce que c'est dans ces conditions également que Mbami Modeste a commencé. Quelques anciens lions, anciens entraîneurs, anciens coachs qui ont assisté à cette rencontre amicale en hommage à Modeste Mbami. On va écouter quelques témoignages, notamment l'ancien entraîneur Jules Nyonga. On va écouter Jean de Makoun. On va écouter même Bernard Choutan. On les écoute dans ces hommages à Modeste Mbami. C'était bienvenu qu'une telle rencontre ait lieu pour les gens du quartier et pour tous ceux qui l'ont connu dans ce quartier et qui l'ont vu démarrer sur ce stade. C'est une occasion rêvée pour accompagner un des joueurs qui a été un des piliers du milieu de terrain des Lions Indomptables. C'était un très bon joueur qui a donné beaucoup pour son pays, qui aujourd'hui n'est plus là, mais que nous gardons en mémoire et dans nos cœurs. On a fait toutes nos classes ensemble, on a habité ensemble, on a dormi sur le même lit. Je me rappelle même quand on était à la KSA, on était dans la même chambre. On a été formés à Jeunesse ensemble, on a fait nos preuves en sélection partout ensemble. Donc vous pouvez imaginer la douleur que j'ai en ce moment, comme bien sûr tout le monde, tous les Camerounais, sa famille. Donc aujourd'hui on vient rendre hommage à un frère, à un ami, et voilà, nous sommes tous tristes. C'est le premier match d'hommage avec des amis d'enfance, et que des amis d'enfance. C'est son stade ici, donc c'est important de lui rendre hommage, et surtout qu'il sache à quel point il nous manque et que voilà, on pense beaucoup à lui, même si voilà, on sait que là où il est couché, il sait il nous regarde et il doit être certainement fier, parce que ici vraiment, c'est vraiment sa famille d'enfance. Tous ses amis du quartier, tous ses amis avec qui il a commencé, ses entraîneurs et ses coéquipiers, c'est une très bonne chose. Mbami Modeste, c'est exactement ce que vous voyez là aujourd'hui. C'était un garçon qui était très ouvert, très accueillant, très souriant. Et se retrouver ici sans sa présence physique, hélas, c'est triste. Mbami a véritablement marqué des esprits dans ce que
il savait faire jouer au football. Mais au-delà de ça, que c'était un homme très joyeux. Voilà, que son âme repose en paix. On va sortir de cette émission. Avec vous, Serge Branco, rapidement, vous avez gagné les Jeux Olympiques avec Modeste Mbami en 2000, on sort de l'émission. Quel souvenir? Des grands souvenirs, parce que je le dis bien, si on a été champion olympique, c'était grâce à Modeste. Il marque quand même le but à Nord. Et vraiment, ça a été, pendant toutes ces compétitions, un motivateur incroyable. Donc Modeste, déjà, c'était quelqu'un de très modeste, de très discret, de très joyeux. Et vraiment quelqu'un qui savait mettre de l'ambiance. Je ne pense pas avoir connu quelqu'un qui peut vous dire qu'il a eu à s'accrocher avec Modeste. La semaine qui s'est terminée était très difficile parce qu'entre l'arrivée du corps à l'aéroport en Simalène et la levée de corps à l'hôpital général et la mise en biais à son domicile derrière le Cansonnel, on a passé une semaine très difficile. Et je voudrais aussi remercier l'ensemble de mes collègues, la génération dorée des anciens Lions, ainsi que la génération de 90 qui ont été présents, et même celle des 82 qui ont été présents. Donc on a montré une fois de plus que les anciens Lions étaient soudés. On a fait un au revoir qu'ils méritaient. Et je voudrais encore adresser mes condoléances à la maman et à la sœur qui étaient vraiment incancelables. Et je voudrais aussi remercier le président de la fédération d'avoir fait un geste à l'encontre de la famille. Et franchement, je pense que Modeste est parti modestement comme il le méritait, parce qu'on a voulu faire des grandes choses entre anciens Lions, mais la famille a voulu que son départ soit modeste. Donc vraiment, champion, vas-y, repose en paix et tu nous manques. Modeste Mbami a jamais, un lion ne meurt jamais, dit-on souvent. Merci d'être venu sur le plateau de 100% Foot. Merci. Je voudrais sortir par là en disant ici qu'il faudrait qu'au Cameroun, on ait plus intégré de travailler, qu'on ait une base de données de travail. On ne peut pas tout le temps jeter à la poubelle ce qui a été fait et repartir à zéro. Et je remarque sur ce plateau ce soir qu'on a eu un débat très intéressant. J'ai discuté avec des personnalités du football qui s'y connaissent parce que c'est des hommes de terrain. Mais le bémol, c'est que j'ai l'impression qu'on jette tout de suite tout à la poubelle. Il faudrait parfois, quand on va à une compétition, qu'on regarde ce qui a marché à cette compétition et qu'on essaye de donner le temps d'améliorer pour pouvoir avancer. On ne peut pas seulement voir le négatif et ne jamais voir du positif. Donc il faut qu'on change cette mentalité. Et c'est ce que le président de la FECAFOOT a voulu faire comprendre à son arrivée, qu'il faut de la stabilité sur le banc de touche, il faut de l'ambition. Vous avez vu Seydou Alioum au début de ces compétitions dit qu'on allait gagner. On allait en tant que conquérant. Il faut qu'on arrête d'aller dans des compétitions au Cameroun où on est toujours surprise. On allait à la Coupe du Monde pour cette match. Le Cameroun n'a jamais gagné une compétition en étant allé comme favori, en dehors de 2002, où on allait au Mali gagner en tant que favori. On ne refait pas le débat. On doit apprendre à aller avec le torse bombé. Même si ça ne marche pas, on repart, finalement ça va marcher. Merci d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Fils Daniel Indiek, merci d'être venu ce soir. C'est moi qui vous dis merci. Je vais faire un clin d'œil comme ça à quelques personnes, au président de la Fédération camerounaise de handball, M. Abba Oumaté, qui m'a fait confiance comme vice-président de la commission, à travers vos antennes, je suis disposé à l'accompagner parce qu'au moins il a reconnu qu'on peut apporter un plus contrairement aux autres. Vous réussissez à parler handball dans 100% foot. Merci. Merci d'être venu. Coach Kizito Elundu, merci d'être venu. Chaque fois que j'ai l'opportunité d'être ici, je vous remercie. Je dis toujours, nous sommes là pour construire, on n'est pas là pour détruire. Il faut comprendre que nous autres, nous sommes des passionnés du foot. J'ai eu du mal quand on parle de Modeste Mbami au passé, parce que quand j'entraînais Coq Sportif, j'ai eu à jouer les 16e de finale face à son équipe, Cercle Sportif. Et il était au stade militaire. Et cette équipe m'a éliminé au tir au but. Et après, il m'a abordé, il a dit, mon grand, vous travaillez à quel niveau? Je dis, on travaille à l'Omnisport. C'était un garçon hyper humble. Je vous jure qu'il passait comme ça. On ne pouvait même pas savoir que c'est un ancien... C'est un lion indomptable qui est en train de passer, même lorsqu'il était au sommet de son art. Je pense qu'aujourd'hui, le monde nous parle et nous devons absolument nous mettre ensemble pour construire notre football. On dit des choses, c'est des critiques positives qui doivent nous amener à mieux réfléchir et à mieux... On n'est pas là pour rejeter nos jeunes frères. Il y a loin de penser que nous ne voulons pas que les anciens lions viennent entraîner, mais nous souhaiterons qu'ils viennent et qu'ils prennent même des clubs pour atteindre cette maturité, comme Serge lui-même il a dit ici qu'il n'avait pas la bouteille.
Ça veut dire que s'il est en club, il atteint une certaine maturité. Il apprend à avoir la bouteille. Ça lui permet davantage. Le match des clubs, c'est pas le match des champions. Non, s'il vous plaît. Le débat est fini. Non, mais le match des clubs, entraîner un club, c'est pas entraîner une équipe nationale. Non, c'est fini, s'il vous plaît. On est fini le débat. Guillaume, merci d'être venu. C'est moi qui vous dis merci. Je voudrais terminer par deux choses. Déjà, la première chose, c'est que il faudrait pas, quand vous prenez le classement des 20 meilleurs entraîneurs dans le monde aujourd'hui, très peu sont les entraîneurs de sélection nationale. C'est un club qu'on forge quelque chose d'assez solide. Mais malheureusement, chez nous au Cameroun, les gens, dès qu'ils ont des diplômes, ils veulent seulement prendre des sélections nationales. On se forge à travers des clubs. C'est pour ça que je pense que Seydou et Pius Ndiefi, ils n'ont pas encore l'étoffe pour prendre une sélection nationale au Cameroun qui veut aller remporter un titre. On a vu que tactiquement, ils ont été bouffés par Harouna Doula, qui était un vieux de la vieille. Donc, et c'est pas que chez eux, c'est-à-dire que même ici, chez nous, vous avez même des entraîneurs, eux, ils ne veulent prendre que des sélections nationales. Tant que ce n'est pas une sélection nationale, non, on n'entraîne pas. Je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait qu'on comprenne qu'on forge quelque chose beaucoup plus en club, et que les anciens Lyon, Branco est venu, il a pris Bambuto, il a pris Stade Rennais. Pourquoi il ne viendrait pas aussi être directeur sportif même d'un club ou manager général d'un club au Cameroun? On reste en Europe, on se mord les pouces, alors on entraîne des U12 et U15 et on travaille sur son lobbying, on vient prendre une équipe au Cameroun, on fait ce qu'on fait, ça ne donne pas, on rentre en Europe, comme ça a été le cas avec Boumson et plusieurs autres. En tout Moi, cas, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est un cri de cœur entendu. Et puis par rapport à Modeste, j'ai été choqué parce qu'il y a des choses, il y a des accompagnements que moi, je n'ai pas vus. Je ne sais pas à qui la faute. La fédération était absente. Un monsieur. Serge a dit que la fédération a fait un geste. Moi, j'ai été aux obsèques de King, j'ai été aux obsèques de Tato Stephen. Les choses se sont déroulées au Palais des Sports. Et il y a eu un accompagnement à tous les niveaux. Je n'ai même pas vu un drapeau être posé sur le cercueil, même pas le maillot être posé sur le cercueil. Modeste Mbami était médaillé olympique. Ça veut dire que le CNOS devait réagir. Modeste Mbami a eu la plus haute médaille de récompense au Cameroun, mais Chevalier d'Ordre de la Valeur. Généralement, quand c'est comme ça, on vous décore à titre posthume. Je n'ai pas vu cela. La fédération devrait remettre un maillot. Je n'ai pas vu. Qui était le représentant de la fédération? J'ai vu le ministre. Je n'ai pas vu le représentant de la fédération. Il y a autant de choses. Je pense que si on voudrait que les gamins que nous sommes en train de convaincre reviennent chez nous en sélection nationale, il ne faudrait pas que le Kambami se représente. C'était trop laid à voir. C'est entendu. Votre cri de cœur est entendu. Bami a quand même joué au PSG à l'Olympique de Marseille. Merci d'être venu. Et je peux vous dire, première réussie. Merci. J'avais promis vous faire la note à la fin. Première réussite sur 100%. Non, c'est terminé. 100% vous l'avez terminé, s'il vous plaît. 100% vous l'avez terminé. Madame, monsieur, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette édition de 100% Foot sur Equinox Télévision. Merci à tous les téléspectateurs d'avoir regardé. Merci à toutes les équipes techniques de Douala et Yaoundé, les équipes techniques réunies autour du réalisateur Joël Essengue. On va se retrouver mardi 22h30, lundi 21h. Restez sur les programmes d'Equinox Télévision. Bonsoir.